C'est parti. Merci. Voilà. Donc, bienvenue. Hop, on accepte dans la salle. Donc, bienvenue à Olivia, à Lorraine, à Sandra, à Anne. Bonjour. 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 Donc, pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Thierry Le Tourdu. Je suis chargé d'entrepreneuriat pour Pépite, pour l'Université d'Orléans et les campus de proximité. L'atelier d'aujourd'hui, c'est le Business Model Canvas et ça va être animé par Anaïs Godéris. Je vais la laisser se présenter et puis après, si vous voulez, vous pouvez vous présenter. Donc, la reine de cérémonie, c'est Anaïs. Moi, je vais être là en support technique et en appui s'il y a besoin. Mais en tout cas, c'est Anaïs qui va vous faire l'atelier ce soir. Donc maintenant, je laisse la main à Anaïs. Bonjour à toutes les quatre. Donc moi, je suis Anaïs Godéris, conseillère formatrice en création et reprise d'entreprise à la BGE Terre de Loire, qui est une association qui propose de l'accompagnement et de la formation aux porteurs de projets de création d'entreprise et aux entrepreneurs immatriculés. Et effectivement, c'est moi qui vais m'occuper de vous là pendant 2 heures. Je vois qu'il n'y a que Anne qui a sa caméra, si ça vous gêne pas. Les autres, ou si vous avez la possibilité de mettre votre caméra, je veux bien. C'est toujours plus fun que de parler à des écrans avec des lettres. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est entré. Parti. Mais si vous pouvez pas mettre les caméras, c'est pas grave, j'ai au moins Anne avec moi. Hop. Ah, merci Olivia, super. Et si vous voulez, on peut se faire un petit tour de table, comme vous n'êtes pas très nombreux, histoire de mettre des prénoms sur des visages, donc je les ai, mais au moins des projets potentiellement sur lesquels vous travaillez en ce moment. Ouais, enfin, ce que vous attendez, peut-être du webinaire aussi, ça peut être sympa. Est-ce que j'ai une volontaire ou un volontaire maintenant qu'on a un garçon? Il faudra que tu décides. Vas-y, dénonce qui tu Non. veux en premier. Bonjour. Bonjour. Je vois qu'Anne Bonjour. a allumé le micro. Oui, Oui. alors moi je suis Anne Rudy, donc je suis enseignante en fait au sein d'un lycée professionnel agricole. Ok. Et donc on a décidé avec l'équipe pédagogique cette année de mettre en place, enfin de participer au concours Graines de boîte. Et donc je trouvais intéressant de participer à ce webinaire justement pour guider au mieux les élèves sur ce projet. Ok. Tu vois ce que c'est, Anaïs, un graine de boîte? Oui, je Ok, vois. ça marche. Merci Anne d'avoir pris la parole en premier. Soyez pas timide, on est entre nous. Promis, c'est pas enregistré. Bonjour. Trop tard. Ah. Bonjour. Du coup, moi je suis Khalil. Je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle Acadifi. Et le but de ce projet, c'est de créer une plateforme qui va permettre de connecter les entreprises, les étudiants et le professeur. Le but, c'est de Ok, pouvoir travailler ensemble et de permettre aux étudiants de travailler sur des projets concrets au lieu de travailler sur des projets fictifs à l'université. très bien. Voilà, merci. C'est plutôt clair. Merci. Je vous en prie. Sandra, Olivia, Lorraine. Ok, bon, je vais y aller. Merci, c'est Je suis gentil. Olivia, je suis avec Lorraine, on est dans la même équipe Ah, et on souhaite créer un petit shop littéraire qui sera un endroit proche du campus où les étudiants pourraient se retrouver pour pouvoir travailler ou se retrouver entre amis. Voilà. C'est ok, tout à fait dans l'air du temps de l'université actuellement. carrément. Ouais. Merci. Bon, du coup, Sandra, on Ouais. laisse Olivia. Ouais, on laisse Du comme coup, ça. je m'appelle Sandra. Je Ouais. suis une élève d'un professeur qui nous a inscrits au projet Graines de boîte. Comme je suis la seule de ma classe, je vais écouter, je vais faire un résumé à toute ma classe parce que visiblement, je suis la seule à être venue. C'est sympa. Voilà. Ça marche. Merci. Et En Lorraine. sachant, ouais, Lorraine, Ah, et en pardon. sachant que le webinar, il est enregistré, donc vous pourrez avoir le lien du replay pour ceux qui n'auront pas pu la possibilité de se libérer pour ce soir. La pression. Ouais. Il nous reste Lorraine, mais je crois qu'elle avait écrit dans le chat, donc il y a peut-être un problème de micro. C'est possible. Est-ce que ça vous embête si on se tutoie ou pas? Non? J'ai l'habitude de fonctionner comme ça, donc merci de me l'autoriser. Alors, on va pouvoir démarrer. Lorraine, du coup, si tu veux écrire dans le chat, je le lirai dès que tu auras pris la parole. Donc là, on va aborder le business model Canva. Déjà, est-ce que vous, ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que c'est ce business model Canva ou pas? Non, je vois peut-être qu'ils font non. Et bien, ça tombe bien, vous êtes à la bonne place. Hop. Alors,
Les objectifs, enfin, je vous dis pas tout ce que c'est, mais les objectifs de ce webinaire, c'est vraiment de comprendre l'intérêt du modèle économique, de comprendre l'outil Canvas et d'utiliser le business model Canva pour construire le modèle économique de votre projet ou transmettre le support pour ceux qui n'ont pas forcément de projet aujourd'hui, mais qui seront amenés à en discuter avec leurs étudiants. D'abord, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit point sur les étapes de la création d'entreprise? Pour vous, quelle serait la première étape avant d'envisager de créer une entreprise pour le montage de son projet? Ah, je vais vous faire participer, hein. Est-ce que vous avez une idée? Le petit ampoule vous fait penser à rien? Peut-être trouver l'idée. Ouais. Ah ouais, si je vous l'affiche, vous avez tout. Bon, bah allez, je gruge. Donc, vous avez l'idée, effectivement, qui devient ensuite le projet, une fois qu'on a compris quels étaient les moyens qu'on pouvait mobiliser pour avancer sur cette idée. Adéquation individu-projet, c'est là où on va venir valider que vous avez, vous, ou que les entrepreneurs, enfin les futurs entrepreneurs, ont les compétences nécessaires au projet, c'est-à-dire des compétences métiers ou des compétences directement en lien avec l'entrepreneuriat, que la situation personnelle le permet aussi. Quelqu'un qui va être célibataire avec des enfants en très bas âge n'a peut-être pas aujourd'hui de grand intérêt à créer une entreprise, en tout cas le potentiel de développement sera différent. Et une fois qu'on a validé tout ça, on a la partie étude de marché qui découle sur la stratégie commerciale, de communication, le chiffrage du projet. Et on a à partir de là suffisamment d'idées, le projet est suffisamment précisé à ce niveau-là pour pouvoir identifier le bon statut juridique. Et donc réaliser son business plan qui englobera l'ensemble de ces différentes étapes avant l'immatriculation et financement pour ceux qui en auront besoin. C'était juste histoire de repositionner ça. Le business model, lui, il intervient selon vous à partir de quand? Qu'est-ce qu'il faut avoir validé comme étape? Bonne question. Selon vous? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc vous pouvez y aller. Ah, il y a Lorraine qui est en train de... Peut-être- Après l'étude de marché, a dit Lorraine. Après l'étude de marché, ouais, exact. Vérifie peut-être le projet qui va marcher. Du coup, c'est une étude de marché. Ouais, c'est ça. Étude de marché, ça me va à partir de là. Alors, tu sais pas à partir de l'étude de marché si ton projet va fonctionner, mais normalement, effectivement, une étude de marché te permet de découler sur les autres étapes pour en faire quelque chose de viable. Je suis d'accord avec vous. C'est une fois qu'on a bien avancé sur l'étude de marché. Donc, c'est peut-être pas le cas de chacun d'entre vous, enfin, tous ceux qui travaillent sur les projets, mais voilà, vous allez quand même réussir à comprendre, vous inquiétez pas, et à le refaire plus tard. Mais c'est juste histoire de refaire un point. Donc, effectivement, on se situe entre étude de marché et stratégie commerciale, voire même en même temps que stratégie commerciale et stratégie de communication. Hop. Vous voyez, c'est ici. Est-ce que vous connaissez la différence? Enfin, déjà, est-ce qu'un business plan, ça vous parle plus qu'un business model? Non? C'est quoi pour vous un business plan? Est-ce que vous savez? Pour moi, le business plan, c'est vraiment le document où on va expliquer comment va fonctionner l'entreprise, donc de l'idée jusqu'au... Enfin, pour moi, le business plan contient le business model à l'intérieur. Oui, merci, très bien. Super. Le business plan, c'est le dossier qui présente votre projet dans sa globalité et qui va reprendre toutes les étapes dont on a parlé juste avant. Et en fait, c'est vraiment le gros dossier demain qui sert pour aller présenter auprès des différents partenaires avec qui vous allez pouvoir travailler votre projet de façon synthétique, mais en même temps assez poussée pour qu'on comprenne les tenants et les aboutissants. C'est indispensable pour expliquer votre projet à vos futurs partenaires. On va avoir les banques, les comptables, les administrations, les fournisseurs, les bailleurs pour ceux qui auront besoin d'un local qui vont s'intéresser à votre business plan. Le business model est une partie du business plan. Mais il n'y a pas que ça dans le business plan. En fait, voilà, il reprend juste toutes les étapes qu'on vient de se dire. Je ne vais pas vous les redire parce que c'est vraiment ce qu'on vient d'aborder. Mais par contre, là, on voit modèle économique au milieu, c'est le business model et il intervient et il fait partie du business plan. Hop. Et le business model, quant à lui, c'est un élément clé donc, du business plan, tel qu'on vient de le dire. C'est l'ossature principale du fonctionnement de l'entreprise. Il va vous permettre de définir comment votre entreprise va gagner de l'argent et il s'appuie sur l'étude de marché. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Mais l'outil en lui-même n'est pas si simple que ça. Hop.
C'est aussi la façon que vous allez avoir de présenter la valeur de votre entreprise. Vous allez créer des produits-services que vous allez délivrer à des clients et vous allez percevoir les revenus de ces clients qui vont vous permettre d'investir et donc de créer, encore une fois, de la valeur dans l'organisation. Ce petit schéma-là, il est assez parlant, mais je ne sais pas si à vous, il vous parle. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Hein. Ne me laissez pas seul. Non, tu n'es pas toute seule, Anaïs. Merci Thierry. Je m'occupe des conversations, comme ça, je serai la voix de Lorraine. Super. Voilà. Donc, Merci Lorraine, parce que je ne vois pas le chat. moi, je m'occupe Je du vois pas chat, le comme chat. ça, s'il y a des questions, je te les retransmets. Merci, c'est gentil. Les questions qui sont essentielles pour monter son business model, c'est quel est le produit ou le service que vous souhaitez proposer? Quels sont vos avantages concurrentiels? Comment est-ce que vous allez vous distinguer de ce qui existe déjà et de ce qui est déjà proposé par la concurrence? Qui sont vos clients et comment est-ce que vous allez les toucher? Quels moyens est-ce que vous devez mettre en œuvre pour aller capter ces clients, pour aller délivrer votre produit ou votre service? Et quelles sont les principales dépenses et recettes de votre activité? Le business model permet vraiment de se poser toutes ces questions-là et d'avoir sur un seul et même document l'ensemble des réponses à ces questions. Et ça ressemble à ça, le business model Canva. Alors, il y a plein d'outils différents en réalité. Celui-ci, c'est le business model Canva, mais il en existe d'autres, des business models. Le Canva est le plus simple à utiliser. D'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Et voilà comment il se présente. Vous avez 9 blocs stratégiques, pardon. Je ne sais pas si vous les avez vus. Donc là, si on les compte, vous en avez 9 sur la droite. Donc vous avez 9 blocs stratégiques. Ah, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Merci. 9 blocs stratégiques qui sont donc la cible client, la proposition de valeur, la relation clientèle, les canaux de distribution et de communication, les revenus, les ressources clés, les activités clés, les partenaires clés et les coûts. Et vous allez voir, ça va vous parler plus par la suite. Ça couvre 4 grandes dimensions d'une entreprise. Il y a bien ces 9 blocs stratégiques, mais en réalité, il y a 4 grandes dimensions qui sont abordées dans le business model Canva. Les clients, l'offre ou la proposition de valeur, l'infrastructure elle-même et la partie financière. Est-ce que vous voyez quel bloc pourrait aller dans quelle dimension? Question piège. Ben, la cible client, ça va dans le client, forcément. Jusque-là, c'est logique. Proposition de valeur, je dirais que c'est l'offre. Ouais. Relation clientèle-client. Ouais. Canaux de distribution. Peut-être client, Évident. comment communiquer Ouais. avec eux. Tout à fait. Les revenus, partie financière, ressources Ouais. clés, je dirais infrastructure. Activité clé, c'est l'offre. Non, ça va être l'infrastructure aussi. Infrastructure, ok. Ouais. Les partenaires, je dirais partie financière. Non, toujours infrastructure. Infrastructure et les coûts, partie financière pour le coup. C'est presque un sans faute. Merci Olivia de t'être jetée à l'eau. Je vous montre une petite représentation visuelle. En fait, effectivement, donc il y a ces 4 blocs avec ces 9 points stratégiques où on a dans la partie client la segmentation clientèle, la relation avec le client et les canaux de distribution et de communication. Vient ensuite la proposition de valeur. Tout ce qui est lié à l'infrastructure, donc les compétences, les partenaires, les ressources clés. Alors, compétences clés, c'est aussi activité clé, hein, c'est ce qu'on a vu juste avant. Mais du coup, ce n'est pas la même terminologie. Et vous avez après donc, toute la partie financière avec la structure des coûts et les différents revenus. Donc, bravo, pas si mal. On va venir préciser un petit peu chacune des parties du business model, en commençant par la première, donc, qui est la clientèle. Allez, je vous laisse travailler encore, j'aime bien quand vous participez. Quand on parle segment client, ça vous évoque quoi? Est-ce que ça vous évoque quelque chose déjà? Ben, les clients, pour moi, c'est vraiment ceux qui vont venir utiliser notre service ou bien acheter notre produit. Ouais. Comment on les définit? Selon quels critères? Euh, Ouais, je vois qu'il y a une main qui se lève, mais j'ai pas. Tu Alors, peux parler si tu veux. Lorraine, c'est l'ami clientèle cible. Ouais.
Et on a quoi dans les clients cibles? Est-ce que vous avez en tête les 2 types de clients cibles qu'on pourrait avoir? Ah oui, les clients, je sais pas si c'est vraiment ça, mais direct et indirect. Par exemple, quelqu'un, j'ai envie de prendre un exemple, mais oui, par Est-ce exemple, que si on ouais, vas-y. vend des stylos, par exemple, ben, il y a des gens qui vont venir acheter un stylo, mais il y a aussi des gens qui vont acheter un stylo peut-être pour offrir, et du coup, c'est pas Oui, directement pour eux, mais alors je suis d'accord, ça fait partie de la segmentation client. C'était pas la réponse que j'attendais à cette question, mais tu as raison. On va se poser la question, est-ce que c'est l'utilisateur final du produit ou du service, ou est-ce que c'est un intermédiaire qui effectivement va l'offrir ou le faire, enfin en faire profiter à quelqu'un d'autre? Je suis d'accord là-dessus. En fait, il y a Lorraine a 2 dit gros points. client ou Ouais, utilisateur, ouais. Client ou ouais, ok, utilisateur, très c'est la bien. réponse de Lorraine. Et t'as Orsolia qui a levé la main, mais je sais pas, elle a peut-être rebaissé, elle voulait peut-être te proposer quelque chose, je sais pas. C'était pour bonjour déjà, c'était pour la Bonjour. segmentation. Oui, Enfin, il y a tout un tas de critères à prendre en compte en fonction de notre cœur de cible, ouais, l'âge, enfin, souvent on fait un persona pour décrire notre clientèle cible. Et ouais, donc, mais ça va c'est une être. client. Oui, Je vais vous guider. Est-ce que c'est une clientèle de pro ou de particulier quand tu fais des personas? bah, ça dépend de notre produit et ça dépend à qui on veut s'adresser. Je sais pas. Alors souvent, quand on fait des personas, c'est pour des profils de particuliers. Ok, Parce que tu peux pas faire de persona avec des entreprises. Mais par contre, tu vas quand même venir mettre les grands points, entre guillemets, qui vont t'intéresser, toi, si tu vises des clientèles, enfin une clientèle professionnelle. Et ok, c'était ça, en fait, ce que j'attendais. Et ces 2 grands segments, c'est ceux-là. Les particuliers ou les professionnels. Et après, effectivement, vous aviez raison pour tout le reste en réalité, c'est qu'on va se demander qui sont les clients les plus importants et donc on va venir définir un profil avec son âge, le sexe, la CSP, donc catégorie socio-professionnelle, le lieu d'habitation, ses habitudes, vous allez avoir plein de choses. Les loisirs et passions et habitudes de consommation du coup qu'on retrouve ici. Et vous pouvez encore vous poser d'autres questions, hein. Et qui va payer ou utiliser le produit? C'est ça la question qu'on se pose et c'est là-dessus où vous aviez raison effectivement en tout début quand je vous ai demandé. C'est une très bonne question parce qu'on ne va pas communiquer de la même manière si on vise un utilisateur final que si on vise plutôt quelqu'un d'intermédiaire. Si demain je vends des bonbons et qu'en fait mon utilisateur final c'est des enfants, on est d'accord que c'est pas eux qui vont forcément passer à l'achat. Donc c'est les parents qui sont les intermédiaires. Le but ici, c'est d'identifier un premier segment de clientèle avec lequel vous avez envie de travailler et qui peut, économiquement parlant, être rentable. Que ce soit un client pro ou un client particulier. Et quand je dois vous dire le mot client, vous devez déjà avoir une image dans votre esprit, vous devez déjà visualiser une personne ou une entreprise, mais une seule. Et c'est ça, en fait, l'importance du business model à ce moment-là, c'est de définir un seul segment client, parce que votre business model va différer en fonction des différents segments que vous allez avoir identifiés. Si aujourd'hui vous visez des personnes qui ont plus de 70 ans, vous n'allez pas communiquer de la même manière, vous n'allez peut-être pas proposer la même offre de la même façon. Tandis enfin, par rapport à si vous proposez votre offre à des personnes qui ont 25 ans. J'ai Donc une... c'est Ouais, pardon. Non, vas-y, excuse-moi, non, je voulais pas te couper parce que j'essaye de voir en même temps le chat et j'ai une question Ouais, de Lorraine qui dit oui. peut-être bête, non, il n'y a jamais de question bête, ça je te rassure, mais à quoi sert de faire un persona alors que tout type de clients peuvent venir? Je pense aux clients pour le T-shop. Alors tu vas pas avoir tout type de clients. Quelqu'un qui boit pas de thé et qui s'en fiche de la littérature, va pas venir. Mais la question n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'effectivement, tu peux avoir différents profils. D'où l'intérêt de segmenter sa clientèle. Alors, tu vas segmenter particulier pro, mais tu vas aussi devoir préciser à qui tu t'adresses, à qui ton offre s'adresse, et comment est-ce que tu vas communiquer pour aller capter ce profil type. Évidemment, vous allez avoir des personnes de 25 et d'autres de 70 ans. Ça dépend des projets, mais c'est possible. Pour autant, la stratégie sera forcément différente. Ça va vous parler plus après si ça ne vous parle pas tout de suite. Et client pro, en fait, là, on a parlé de persona, donc c'est pour les clients particuliers. On va essayer de leur donner une identité pour que ça parle plus au moment de réaliser le business model, donc le modèle économique. Si c'est un client pro, imaginez l'entreprise dans laquelle travaille votre client, en fait, final. Ça reste des pros, hein, mais essayez de décrire l'activité, le nombre de salariés, sa localisation, sa zone de chalandise, parce que potentiellement, ça peut avoir un rôle aussi. Alors, je sais pas si ça vous parle, la zone de chalandise. non. Est-ce qu'il y a Ouais, pardon.
Ça vous parle ou pas? Moi, je sais pas. C'est quoi? La zone d'achalandise, c'est la zone en fait dans laquelle, alors je parle si toi demain tu crées une entreprise, c'est la zone dans laquelle tu vas essayer de capter ta clientèle. Et la zone dans laquelle tu es amené à te déplacer pour aller prospecter, pour aller démarcher et donc pour aller capter des futurs clients ou des partenaires ou tous ceux qui pourraient être une partie prenante à ton activité. Ok. C'est ça la zone d'achalandise. Et tu verras enfin, vous verrez par la suite enfin, on va pas l'élaborer là. Dans la zone de chalandise, il y a le cœur de zone où tu vas toucher les 80% de tes clients. Après, tu as ta zone secondaire où là, tu vas toucher moins de clients et ainsi de suite. Et tu peux avoir jusqu'à 3-4 zones de chalandise différentes. Exact. Voilà. Merci Thierry. De rien. Est-ce que c'est bon pour la segmentation client, enfin pour les segments clients? Vous avez compris le principe? Vous avez le droit de dire non si jamais c'est pas le cas. Ça a l'air d'aller. Le deuxième bloc, c'était la proposition de valeur. Là, l'idée, c'est pas de mettre ce que vous allez proposer comme offre, hein. L'idée, c'est vraiment de proposer une promesse, en fait. On n'achète pas un produit, on n'achète pas un service, on n'achète pas pour un prix. On achète une combinaison d'éléments qui répondent à un besoin, à un problème. C'est ce qu'on appelle une promesse. Demain, si je pourrais que j'ai un exemple. Demain, je vends des motos. Mon offre, c'est ça. Je vends des motos. Mais le client qui va venir chez moi, il ne va pas venir juste pour la moto de telle marque, à part si vraiment c'est un passionné, ok. Mais admettons que ce ne soit pas le cas. Le mec, il va venir chez moi pour m'acheter une moto parce que j'ai le conseil qui va avec, parce que le prix lui convient, parce que le produit lui permet de se procurer une sensation de liberté, d'adrénaline, etc. Et en fait, c'est toute cette promesse-là qui, lui, l'intéresse. C'est pas juste le produit, juste le prix. Il y a tout ce qui va à côté. Et en fait, là, il faut vraiment définir pourquoi est-ce que c'est à vous qu'on ferait appel et quel est l'avantage que le client en tire directement, en fait, de venir chez vous. Quel est l'avantage que vous avez à ses yeux par rapport aux autres entreprises déjà existantes. Et donc là, en fait, c'est ça, les questions, c'est quelle est la valeur ajoutée, pourquoi mon entreprise et pas une autre. Et là, on parle de différenciation, on parle d'avantages concurrentiels, on parle d'innovation potentielle et on parle potentiellement d'une différenciation par le niveau de prix. Si demain vous avez décidé d'avoir une activité avec des produits de super bonne qualité, forcément votre prix sera plus élevé que la concurrence. Mais ce sera justifié parce que vous avez une superbe qualité et parce que vous avez un très bon conseil qui va derrière. Par contre, si vous savez que votre produit il est moins bon que la concurrence et que le but c'est de vendre en volume et pas forcément des choses de très très bonne qualité, votre prix sera peut-être un petit peu inférieur. Mais du coup, on arrive quand même à se différencier par ce biais-là. Mais gardez bien en tête que ce qui compte ici, c'est pas votre offre, c'est la promesse. Et cette Et les partie-là questions? est très, très importante. On le Oui. voit chez les étudiants, parce que vous verrez par la suite, si vous êtes intéressé pour avoir le statut national étudiant-entrepreneur, quand ils viennent pitcher leur projet, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. C'est vraiment la base. Comme on dit, pourquoi ils viendraient chez vous, pourquoi ils achèteraient votre produit et pas un produit à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment la différenciation. Et c'est là où on va voir si vous êtes allé voir la concurrence, si vous avez cherché et qu'est-ce que vous allez apporter en valeur ajoutée. Et quand viendrez, admettons, pitcher ou le présenter à un jury, ça va faire toute la différence. Voilà, elle est très très importante en tout cas, cette proposition de valeur supplémentaire. Et vous l'avez pour la petite exemple chez Auchan, quand ils se sont mis en avant, c'est les premiers à l'avoir fait. Grande distribution, tout le monde faisait la même chose. Par contre, eux, ils se sont basés sur l'accueil client. Ils voulaient avoir un accueil exemplaire. Là, tout le monde vendait les mêmes produits et c'est les premiers à avoir sorti le SBAM. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Qu'en fin de compte, tous les partenaires qui travaillaient et tous les collaborateurs chez Auchan devaient l'appliquer dans tous les domaines, que ce soit dans les rayons, que ce soit à l'accueil, que ce soit en caisse principale. Et ils ont joué sur cette différenciation. Après, ça a été repris dans toutes les enseignes. Voilà, c'est un petit aparté. Mais tu as absolument raison, et d'où l'intérêt d'avoir une étude de marché solide, parce que sans Mm. avoir une bonne connaissance de la concurrence, en fait, vous n'arriverez pas à trouver quel est l'avantage que vous proposez, quelle est votre différenciation. Donc, voilà, pensez-y. Et puis après, les questions qui suivent, quel besoin est-ce qu'on cherche à combler? Pareil, ça fait partie de l'étude de marché si vous avez étudié votre clientèle et votre segment client. En fait, tout est très lié avec ce qu'on a vu juste avant sur la segmentation client, hein. À quel problème est-ce qu'on apporte une solution et quelles offres pour chaque segment. Donc là, pareil, on revient là-dessus parce que vous n'allez pas avoir les mêmes offres, la même proposition de valeur pour tous vos segments clients. Vous allez avoir plusieurs segments clients et à chaque fois une proposition différente, normalement. En tout cas, un business model par proposition de valeur. Ça va là-dessus? Oui.
Viennent ensuite les canaux de distribution et de communication. Là, en gros, on a vu les 2 éléments clés de ce qu'on appelle une entreprise, donc les clients, et comment est-ce qu'on arrive à se faire du chiffre d'affaires par sa proposition de valeur. En face, il faut quand même qu'on se demande comment est-ce qu'on va les capter, ma cible clientèle, et comment est-ce qu'on va les faire passer à l'achat. Et comment est-ce qu'on s'intègre dans leur routine aussi. Ça, c'est hyper important. Souvent, j'oublie cette question-là, mais comment est-ce qu'on s'intègre dans leur routine? Et ça, c'est hyper important. Alors, si vous m'écoutez, tout est hyper important, mais rassurez-vous, ça va aller. En fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment définir les moyens de distribution que vous voulez utiliser. Parce que si vous vendez en boutique, c'est forcément pas la même stratégie que si vous vendez en ligne, etc., etc. Donc là, vous avez plusieurs modes de distribution qu'on peut envisager. On peut avoir du circuit court, du circuit direct, du circuit long. On peut avoir de la vente donc, en boutique, dans un local commercial, la vente en ligne du e-commerce, de l'itinérance, tous les food trucks, c'est de l'itinérance, tous ceux qui sont sur les marchés, c'est de l'itinérance. Et à domicile, vous avez peut-être déjà entendu parler des ventes Tupperware ou des ventes Thermomix qui se font toutes à domicile, et bien c'est des très bons exemples. Et vous pouvez avoir plusieurs moyens de distribution. Ça, c'est pas un problème. Il y a plein de boutiques qui ont une solution en ligne. Il y a plein d'itinérants qui ont, enfin non, pas plein, mais il y a des itinérants qui parfois ne veulent travailler qu'en circuit court, sur les marchés par exemple. Donc posez-vous cette question-là. Après, c'est propre à votre stratégie, encore une fois, et aux produits ou services que vous voulez proposer, souvent. Et la question sur la communication, c'est comment je vais capter donc, ma clientèle. Est-ce que j'utilise les réseaux sociaux? Est-ce que c'est plutôt le site internet, la presse papier ou en ligne, la radio, la télé, les supports publicitaires autres? Je pense au papier, hein, les flyers, les cartes de visite, les affiches, tout ce que vous voulez. Et en fait, il faut pouvoir, pour définir ça, avoir fixé des objectifs. Directement dirigés vers une cible. Encore une fois, on ne communiquera pas pareil à quelqu'un de 70 ans qu'à quelqu'un de 25 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme moyen de communication pour quelqu'un qui aurait 70 ans et qui serait intéressé par, je ne sais pas moi, refaire la peinture de sa maison? Je vise les peintres en bâtiment. Qu'est-ce que vous voyez comme moyen de communication? Pardon. Une annonce dans le journal. Potentiellement. Est-ce que vous voyez autre chose? J'ai Orsolia qui met le porte-à-porte et des stands sur les marchés. Carrément, ça pourrait. Alors, porte-à-porte, oui. Et Lorraine affiche dans la rue. Ouais, ok. Et qu'est-ce qu'on ferait si on devait, toujours pour la même activité, toujours pour le même besoin, aller capter quelqu'un qui a 35 ans, qui n'habite pas en ville? Parce que les affiches publicitaires, ça marche que quand on habite en ville, hein, principalement. Orsolia dit les réseaux sociaux. Ouais. Référence SEO. Ok, très bien. Ouais. Site internet aussi, ça peut être intéressant. En fait, le site internet, il sert surtout à réassurer. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir faire appel à vous pour avoir votre produit ou votre service, il va aller googliser votre entreprise et il va aller regarder ce que vous faites et si vraiment vous existez et si vous avez des bons avis Google, etc., etc. Donc, le site internet, il est bien si c'est juste un site vitrine pour rassurer en fait les personnes qui pourraient faire appel à vous. Et encore une fois, je fais le lien avec l'étude de marché, mais tout ça, on ne peut pas le deviner si on ne sait pas comment son client fonctionne. Si on n'a pas identifié que le client il utilise tel réseau social plutôt qu'un autre et qu'on communique sur le mauvais, bah bon courage pour vous développer. Donc, tout l'intérêt là, c'est que tout part encore une fois du client type ou des clients types que vous allez avoir identifiés et précisés. Ça va là-dessus? La question étant de se poser après les coûts, les avantages et les inconvénients de chacune des solutions, parce que c'est aussi ça qui va venir définir la façon dont vous allez distribuer et communiquer. N'hésitez pas à faire des enquêtes quanti et qualitatives, d'aller vers vos clients pour avoir un maximum d'enquêtes, de réponses, pour adapter peut-être votre communication, votre produit. Après, c'est du Lean Startup, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, faites des enquêtes terrain bien en amont pour être sûr que derrière, vous êtes sur la bonne cible. Ouais, puis là, on parle de moyens de communication, mais Et de moyens de communication. Il faudrait aussi penser à, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire pencher la balance de votre côté pour un client, pour un prospect qui serait intéressé par votre produit ou votre service. Ça va être tous ceux qui sont déjà passés par chez vous, et donc les personnes qui comptent pour ce client-là,
qui vont avoir parlé de vous. Donc, pensez à ça aussi, c'est avoir étudié sa clientèle type, c'est bien, mais quelles sont les personnes ou les entreprises en qui il a confiance et qui pourraient lui faire des retours d'expérience ou qui pourraient parler de vous de façon positive. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une expérience client ou en tout cas des relations qui soient déjà instaurées avec des personnes qui sont en lien avec ce client final. On appelle ça la prescription. Et vers qui il va se tourner en gros pour prendre conseil. Je laisse travailler après. La relation client, ça vous inspire quoi? Parce que là, on a vu les canaux, donc c'est comment est-ce qu'on va aller capter sa cible clientèle. Relation client, pour vous, ça veut dire quoi? Thierry a parlé du spam. En réalité, ça rentre dans la relation client, même si c'est un moyen de se différencier de la part d'Auchan, c'est la relation client. Ça vous évoque quoi? La fidélisation, la vente en one-shot, ça vous parle ou pas? Le Bon, SAV, allez. Lorraine me dit. Ouais, on pourrait avoir le SAV mis en place pour maintenir une bonne relation client, effectivement. Ce qu'il faut se dire, c'est que la part de relationnel humain, elle est prépondérante dans le choix d'un prestataire ou d'un commerçant. C'est le capital sympathie, comme on peut l'appeler, et ça joue à ce qui pourrait relever du détail en réalité aux yeux de beaucoup de personnes. Mais en réalité, le sourire au premier contact physique ou téléphonique, le café servi pendant un temps d'attente et toutes ces petites choses-là font que vous allez vous différencier et vous allez être amené normalement à maintenir une bonne relation client et donc à fidéliser votre client ou alors à en attirer d'autres parce que le client parlera de vous de façon positive et c'est ce qu'il aura retenu en plus de votre offre et de votre promesse en fait finale, mais c'est ce qu'il aura retenu. Donc il va parler de vous et toutes les petites choses qui aujourd'hui ne se voient pas, ne sont pas importantes à nos yeux, en réalité le sont pour des futurs clients. Et donc là, les questions qu'il faut se poser, c'est quelle relation est-ce que vous souhaitez avoir avec votre clientèle? Est-ce que c'est du one-shot? Le client vient, il achète une fois, mais le besoin, il est là que très rarement, donc il n'y aura pas de redondance, il n'y aura pas de récurrence dans ses achats. Ou est-ce que c'est plutôt une relation avec une fidélisation? On sait que c'est des achats que le client peut faire assez régulièrement, et donc on peut lui prévoir un système de fidélisation aussi. Et auquel cas, on va venir préciser quels outils de suivi, quels sont les supports pour mieux communiquer, pour mieux leur permettre d'avoir des offres, par exemple, et donc de revenir la fois prochaine. Et donc, ça, vraiment, c'est ce qui va faire qu'on repasse à l'achat une deuxième fois. Quel support on peut utiliser? La carte de fidélité ou le parrainage? Est-ce que vous en avez d'autres qui vous viennent en tête pour la relation client? Alors, vous avez le SAV aussi, c'est vrai. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient à l'esprit? Moi, pas, mais si vous en avez d'autres, on peut en discuter. Non, je sais pas. Pas forcément? Ça peut être Alors, c'est pas forcément... une plateforme qui est ouverte 24 heures sur 24 et qu'on peut répondre aux clients. Chose qui se passe Ça pourrait actuellement être dans ça. certaines banques. Un chatbot. Mm. Effectivement. Ça me va. Après, alors c'est pas forcément un support, mais tout ce qui est suivi des bases de données, avec les dates d'anniversaire, les envois automatiques d'offres promotionnelles, des choses comme ça fait aussi partie de l'entretien de la relation client. Et jusqu'où, en fait, vous allez aller pour que cette relation de confiance soit vraiment présente et forte pour que le client revienne à nouveau, encore, et qu'il parle de vous en plus, donc que ça fasse effet boule de neige en réalité. Et quels outils de suivi? Il y a les bons de réduction, les tickets. Pareil, si vous en avez d'autres, on peut en discuter. Les questions qui se posent encore une fois, c'est quels sont les coûts de la mise en place de la relation client? Parce que si c'est des systèmes de fidélisation, forcément, il y a un moment où ça va représenter un coût parce que le client ne va plus payer plein pot, mais il va avoir des offres promotionnelles. Donc, il faut aussi le prendre en compte dans le calcul de votre marge, dans le calcul de votre prix de vente, de votre coût de revient, etc. Et aussi, quelle est l'importance de du type de relation que vous voulez mettre en place. Si demain, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en one shot? Demain, tout ce qui est téléphone portable, c'est souvent des choses qui coûtent très cher. Maintenant, on en achète un, il nous fait 2-3 ans quand on n'est pas addict aux nouveautés. Là, en général, c'est du one shot. Pour autant, que propose Apple ou Samsung ou d'autres marques qui viendraient compléter le produit phare pour lequel on va chez eux, on commande chez eux? Et ça peut être ça aussi, c'est potentiellement réfléchir à une offre qui resterait complémentaire. Et là, on a les écouteurs, on va avoir les chargeurs parce qu'il y en a qui les paument ou qui les cassent. On va avoir tout ce qui est écran de protection, etc., etc. Donc, c'est aussi ça, c'est
Aujourd'hui, mon activité, si c'est du one-shot, il faut que j'essaie de créer de la récurrence. Et donc, par le biais d'une différenciation avec d'autres offres. Mais là, on s'éloigne un peu de la relation client, mais est-ce que vous avez compris le principe ou pas? Ouais, je pense. Ouais, tu penses? Ah. Alors, ce qui aide à définir la relation client et à la suivre, c'est le plan d'action commercial. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cet outil ou si vous en avez déjà fait, mais le plan d'action commercial vous permet donc de définir vos grands objectifs, SMART de préférence. Donc, SMART, ça veut dire simple, Mm. mesurable, atteignable, réaliste et temporel. On ne peut pas dire voilà, je me fixe comme objectif d'avoir plus d'abonnés sur Instagram. C'est pas smart. Par contre, je me donne comme objectif d'avoir 300 abonnés de plus d'ici le mois prochain sur Instagram. Là, on est plutôt smart, on a de quoi mesurer, on est plutôt réaliste, on a temporalisé. On a normalement tout ce qui concerne, on entre dans le smart. Et donc, par rapport à cet objectif, qu'est-ce que je vais mettre en place comme action pour l'atteindre? Quel coût ça va représenter? Est-ce que je décide une fois que j'ai mis l'action en place, est-ce que je décide de continuer de la mener? Est-ce que je décide de la modifier? Est-ce que je décide de la supprimer? Et ça, c'est au jour le jour en réalité. Mais le plan d'action commercial vous aide vraiment pour avoir cette notion de relation client et de fidélisation notamment. Et si je peux vous donner 2 conseils dans la relation client, n'oubliez jamais que quand vous donnez quelque chose à vos clients, ça fait toujours plaisir. Par contre, n'oubliez pas que quand vous allez le retirer, parce que les clients, ils s'habituent à ce que vous offrez des choses, que vous avez des Ouais. parrainages, que vous avez tout ça. Donc n'oubliez pas que c'est pas quelque chose des fois à court terme, c'est à long terme. Et vous risquez de faire des déçus si au départ vous le mettez et que vous l'enlevez. Un client, il s'habitue très rapidement. Et deuxième Exact. chose, quand vous avez la relation client, dites-vous toujours combien ça me rapporte. C'est pas juste pour faire plaisir et de la fidélité, c'est j'investis dans quelque chose. Ok, c'est super pour mes clients, mais combien ça me rapporte? Vous êtes des businessmen, businesswomen, c'est j'investis, mais combien ça rapporte? On n'est pas dans un monde où voilà, c'est juste pour se faire plaisir. Derrière, il doit y avoir une valeur ajoutée dans votre relation client. Ok, c'est très bien pour vos clients, mais qu'est-ce que ça vous rapporte pour votre société? Surtout très important. J'investis 1 euro, combien ça me rapporte? Toujours, toujours, toujours. Je vois qu'il y a un message, une offre promo pour le lancement d'un produit, ça peut avoir un impact négatif une fois l'arrêt de la promotion. Non. Oui, alors après, tout Oui, non, dépend. s'il y a une Enfin, date. S'il y a des dates c'est bien ça. définies, il n'y a pas de problème. Ouais. En fait, si ton client il sait que ta promotion elle a lieu de telle date à telle date, il n'y a pas d'effet négatif après. Même si tu Non. sais que tu n'auras peut-être pas le même volume de vente au moment où la promotion sera arrêtée, ça n'empêchera pas ton client, si vraiment il est fidélisé, de repasser commande une nouvelle fois. Ça, c'est pas problématique. Par contre, quelqu'un qui va lancer une activité, je pense au food truck parce que moi, ça m'est arrivé, un food truck qui veut proposer des desserts, j'en ai eu une encore tout à l'heure, qui veut offrir le dessert parce qu'on lui achète un menu. Bah non, en fait. C'est à Tu peux vie pas faire après. ça parce C'est à que vie. même si au début, ok, ça peut attirer du monde, le jour où tu l'arrêtes, les gens qui venaient exprès pour ce cadeau ne viendront plus. Et donc, va accueillir de la nouvelle clientèle derrière alors que tu en avais déjà acquise une, mais qui part parce que bah, plus ce cadeau-là. Donc, il faut que ce soit bien réfléchi et effectivement que chaque investissement soit rentabilisé par les achats qui sont amenés à avoir lieu après. Bon, ça, c'est vraiment de la stratégie en réalité, mais il faut quand même y penser et c'est bien d'avoir abordé ce sujet-là parce qu'effectivement, on peut faire des offres promotionnelles, mais à condition que ça ne vous porte pas préjudice. Il faut bien y réfléchir. Tout ça nous permet d'arriver au revenu parce qu'on va réussir à calculer un chiffre d'affaires prévisionnel avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Notamment, un des derniers... Oh, on m'appelle, ça va me couper. Non, c'est bon. En gros, là, c'est combien, effectivement, donc mon activité va générer en chiffre d'affaires et on va commencer à monter des premières prévisions de chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on vient d'aborder. Et si on va repartir de votre travail au sujet de la clientèle de l'offre pour modéliser un chiffre d'affaires compréhensible pour vos interlocuteurs. On ne peut pas dire j'envisage de faire 3 000 euros de chiffre, enfin, je dis n'importe quoi, mais 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois si derrière on ne justifie pas le nombre de clients qu'on pourrait obtenir et le prix de vente moyen que les clients sont prêts à payer. Donc là, il faut essayer d'imaginer la prestation ou le produit phare ou le panier moyen que le client fera de votre offre et qu'il choisira. Donc, le montant qu'il va payer à chaque fois qu'il va venir vous voir
et la fréquence à laquelle il va effectuer toutes ses dépenses. Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est plusieurs fois par trimestre? Est-ce que c'est une fois par an ou moins d'une fois par an? Et en fait, tout ça, ça va venir définir tout le reste. On est d'accord qu'on ne peut pas dire... Ouais, non, attendez, je passe sur autre chose d'abord. Là, les questions, c'est quelle typologie d'achat, comment et quand vont payer les clients? Il y a plusieurs manières, en réalité, d'avoir des achats. Donc, on va avoir l'abonnement, on va avoir le forfait, on va avoir le paiement pur et dur, paiement comptant, le prêt ou le crédit, la location. Grosso modo, c'est les grands moyens de pouvoir payer vos produits ou vos services. La question qu'il faut se poser, donc, c'est comment et quand vont payer les clients. Donc, ça, c'est la récurrence, la fréquence. Et par quels moyens ils vont payer? Est-ce que c'est par carte bleue? Est-ce que c'est par chèque? Est-ce que c'est par espèce? Parce que si demain, tous vos clients veulent payer par carte, mais que vous ne voulez pas parce que vous vous rendez compte que la banque vous prend trop de commissions, bah, vous n'allez potentiellement pas avoir autant de clients que vous pouviez l'espérer. Donc, il faut aussi avoir capté quels sont les moyens préférés des clients pour passer à l'achat. Et on en arrive après donc, sur le panier moyen. On a dit donc le prix, la fréquence d'achat, ça va vous permettre d'avoir un panier moyen. Est-ce que la notion de panier moyen est claire pour tout le monde ou pas? Si j'entends pas oui, c'est que c'est non. Oui, pour moi, oui. Les autres? Le panier moyen, c'est grosso modo le prix que chaque client va dépenser au moment où il va passer à l'achat chez vous. Et le panier moyen, il peut être composé de 1 produit comme de 10 produits. Si vous savez, enfin, je donne un exemple parce que j'en ai eu aussi, mais quelqu'un qui veut créer une boutique de prêt-à-porter en e-commerce. En général, les personnes qui vont passer commande, ne vont pas acheter juste un t-shirt. Ils vont acheter une tenue. En tout cas, là, c'était son cas. Donc, on a prévu que dans le panier moyen, on intègre le prix du t-shirt, le prix d'un bas et le prix d'un accessoire, grosso modo. Donc, on arrive à un panier, je sais pas, on va dire à 50 €. C'est pas très cher, hein, c'est pas de la bonne cam. Mais voilà, admettons que le panier moyen, c'est ça, c'est 50 €. Et ce client, il va passer commande tous les trimestres. Parce que bah, on change de saison tous les trimestres. Voilà. Ça peut être ça, hein, la simple raison. Et donc, ça va nous permettre, donc 50 € fois 4, donc d'avoir 200 € par client par an d'achat. Donc, chiffre d'affaires total par client, 200 € par an. Combien après est-ce que vous envisagez d'avoir de clients, de faire de ventes? Et ça va vous donner votre chiffre d'affaires total prévisionnel sur une année. Est-ce que ça va? Vous avez le droit de dire non. Alors là, on parle de produits en réalité, admettons que ce soit de l'achat-revente. Ça peut marcher comme ça. Par contre, si demain, vous avez une activité de production, les calculs seront différents. On ne va pas se dire, voilà, au maximum, je peux avoir tant de clients. On va partir de, au maximum, je peux produire combien d'unités. Et donc, à partir de là, je ne sais pas, on peut se dire, je sais que je vais produire 1000 unités à 10 €, donc ça me fait 10 000 € de chiffre d'affaires prévisionnel max sur une année parce que ma capacité de production, c'est celle-ci. Par contre, si c'est vraiment le business model qu'on monte au début d'une activité, enfin avant le lancement d'une activité, on peut se dire, j'aurai peut-être que 50% au démarrage de ma production qui sera vendue. Donc, mon chiffre d'affaires ne sera pas de 10 000, mais de 5 000. Et dans ce cas-là, on rassure un peu tout le monde, on part petit et on évolue petit à petit. Donc, on pourrait avoir un chiffre d'affaires de 5 000 € par rapport à mes capacités de production. Idem pour la prestation de service, hein, parce que la prestation de service, c'est vous et votre temps de travail. Hein. Donc, si vous avez 35 heures par semaine de travail, vous n'aurez forcément pas autant que si vous travaillez 70 heures semaine. Ça va? Ça va. Ok. Une fois qu'on a tout ça, donc on a une première partie de tout ce qui est financier, c'est les revenus, qui vont venir forcément financer les structures de coûts qui vont venir après. Le calcul du chiffre d'affaires, vous avez la formule en tête? Ah, je vais vous la noter si vous voulez. Je sais pas Thierry, si tu as prévu que si je t'envoie le support, tu pourrais le transmettre? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Vous avez tous mon adresse mail ou pas? Je vous la mets dans la conversation. Vous m'envoyez un mail et moi j'enverrai les supports. D'accord, Anaïs? Ouais, merci. Je vous mets juste la formule au cas où. Donc, c'est le prix de vente ou le panier moyen fois le nombre de ventes prévisionnelles. Le nombre de ventes ou le nombre de clients que vous attendez sur une année ou sur un mois. Si vous voulez faire sur un mois, c'est pas gênant. Après, vous multipliez par 12.
Je vous ai mis mon adresse mail, donc surtout, si vous avez besoin de questions après, par la suite ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Super, merci Thierry. De rien. Merci. Les ressources clés, je vous fais bosser encore. Ressources clés, ça vous fait penser à quoi? Si ça vous fait penser à quelque chose. Déjà, type de ressources, est-ce que vous en avez une idée? De quoi on pourrait avoir besoin pour commencer une activité? Je sais pas si ça compte, mais en gros, si on a des employés, on a besoin de ressources humaines. Ouais. On a besoin si on produit un produit, on a besoin des machines pour pouvoir le faire, Du matériel. du matériel et non, je sais pas trop quoi d'autre, C'est j'imagine. déjà bien. Est-ce que vous avez d'autres idées en tête? Orsolia dit un local Un local, potentiellement, ouais. ou un site marchand, un site internet. Ouais, donc plutôt ressources immatérielles. Il m'en reste une. Allez, je vous On a aide. besoin On a les d'argent. ressources financières, bien sûr. Donc, on a ces différents types de ressources. On appelle ça ressources, mais en réalité, c'est plutôt des besoins pour pouvoir proposer votre proposition de valeur, donc votre offre en réalité. C'est tous les moyens matériels ou immatériels dont vous avez besoin, non pas que pour commencer l'activité, mais au quotidien, en fait, pour assurer votre activité. Et on va les classer en 4 thèmes. Donc, on a dit les ressources humaines. Donc, c'est le nombre de personnes dont vous avez besoin pour produire, par exemple, ou pour vendre. Les missions que vous n'avez pas forcément, vous, à réaliser parce que vous manquez de compétences et donc vous le déléguez, etc. Il faut aussi identifier les ressources humaines qui ne sont pas internes à l'entreprise. On peut avoir des ressources humaines qui sont des personnes qui sont externes à l'activité, à l'entreprise. Si demain vous êtes, j'ai n'importe quoi, mais si demain vous êtes nul en com, ne la faites pas vous-même, déléguez-la. Mais ça veut dire que vous avez besoin de ressources humaines quand même si elles sont externalisées. Il faut avoir identifié que vous manquez de compétences et donc on délègue. En plus de tous les salariés qu'on pourrait avoir. Les ressources financières, on a là en fait tout ce qui concerne le besoin en fonds de roulement. Grosso modo, gardez en tête vos stocks ou votre trésorerie, ou les deux d'ailleurs. Ça vous parle ou pas, le stock, la trésorerie? Peut-être plus le stock que la trésorerie. La Très trésor, c'est important la trésorerie. Ouais, la Je trésor, c'est l'oublie l'argent souvent. de départ. Mm. C'est l'argent de départ qui va vous permettre d'assumer vos premières dépenses alors que vous n'avez pas forcément encore encaissé suffisamment d'argent. Vous n'avez pas encore suffisamment fait de ventes. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir avec la trésor de départ parce qu'ils n'avaient pas anticipé que pendant 3 à 6 mois, l'activité allait mettre un peu de temps à se développer et que ils allaient avoir à avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et qu'ils n'avaient pas anticipé ça. Donc, ils finissent vite dans le rouge et en fait, ils sont un peu derrière, désolé l'expression, mais derrière le cul du client à lui demander de payer le plus vite possible alors que ça aurait peut-être été autrement s'il avait géré et prévu une trésorerie suffisante au démarrage. Donc la trésor, c'est ça, c'est vraiment l'argent que vous avez qui vous permet de payer vos charges. Et de toute façon, la trésor, ce n'est pas nécessaire qu'au démarrage de l'activité, c'est nécessaire tout le temps. Parce que si vous n'arrivez pas à payer vos fournisseurs ou vos prestataires, on va venir toquer à votre porte et vous dire « Coucou, vous avez des dettes, comment vous faites pour les payer maintenant ?» Anaïs, on est bien d'accord que dans la trésorerie, on considère aussi son salaire personnel. Comment on va vivre? Comment on va vivre pendant... non, tu le mets dans quel critère? Alors, ça va être dans la trésorerie quand même au fil de l'eau, Oui, mais au c'est dedans. besoin de départ. Ouais. Si tu prends ton plan de financement initial, tu n'auras pas dans le calcul de ta trésorerie la rémunération des uns et des autres si, et seulement si, ce sont des personnes qui sont encore bénéficiaires des indemnités chômage, par exemple, ou d'autres indemnités. Mais tu as raison, par contre, je te rejoins là-dessus quand même, il faudrait le prévoir pour les personnes qui sont salariées et qui vont quitter leur emploi pour créer une entreprise et qui n'auront pas de droit derrière. Il faut le prévoir dans la trésor parce que si demain vous n'avez pas la rémunération, vous n'allez pas non plus avoir de trésor en perso pour payer vos propres charges. Donc, n'oubliez pas ça, si vous êtes toute seule, vous n'avez pas d'aide, vous n'avez rien. Pensez aussi à inclure dedans ce que vous prévoyez en salaire pour vous-même, parce qu'on a tous besoin de se loger, de manger, donc prévoyez ça. Et pas vous retrouver vous, personnellement, dans le rouge. Voilà, exact. C'est aparté. Du coup, je te dis non, mais en fait, si tu as raison, mais c'est qu'on n'a pas souvent le cas chez BGE. Bah oui, parce qu'ils sont accompagnés, mais les personnes qui viennent sans accompagnement, des fois, c'est compliqué. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, on a fait ressources humaines, ressources financières. Les ressources matérielles, vous avez bien compris, donc c'est les ressources physiques, où là, on va avoir tout ce qui est local, véhicule, matériel au sens large.
Tout ce que vous pouvez avoir, le mobilier, effectivement, il est inscrit aussi. Téléphone, tout ce qui est informatique va aussi entrer dans les ressources matérielles. Et ensuite, tout ce qui est immatériel, donc brevet, licence, droit d'auteur, voire même en réalité les compétences spécifiques qui pourraient vous manquer, les marques, les formations. On peut intégrer dans les besoins en démarrage, j'ai un besoin de formation, donc ça veut dire qu'il faut venir le financer, ce besoin-là. Ça va toujours? Oui, ça va. Et donc, on a aussi la question, quelles ressources sont nécessaires pour les autres blocs? C'est-à-dire de quoi j'ai besoin pour distribuer mon produit ou mon service, de quoi j'ai besoin pour mettre en place ma relation client, et de quoi j'ai besoin, donc comment en gros je finance ces ressources clés, les revenus. Vient ensuite le bloc activité clé. Pour vous, quand on est chef d'entreprise, non, je vais vous donner un exemple concret. Demain, j'ouvre une activité de menuiserie. J'ai un local, c'est un atelier, mais je reçois un peu de clientèle quand même. Quelles sont mes activités clés? Je suis menuisier, menuisière. Déjà, à la base, mon activité, c'est quoi? C'est Faut mon pas trop métier. réfléchir, allez-y. Hein. Il est menuisier Franchement, ou... non, Ouais, réfléchissez pas. voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites du pain? Vous faites quoi? Vous êtes menuisier. Ou boulanger, allez, si ça vous parle plus. Je Ouais, suis bon, voilà. boulangère. C'est J'ai quoi un l'activité local, clé? Ouais. j'ai un local à Orléans Centre. Quelles sont mes activités clés? La première, la base. On fait du pain. Merci. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre comme activité? Parce que je ne vais pas faire que du pain. Si je suis chef Ortelière, faut d'entreprise, l'écrire. Ouais. il n'y a rien qui vous vient en tête? Les bûches de Noël, Orsolia. Et elle est Ouais, avec un ok. gros smile. Un gros smile Donc qui on reste rigole. sur une activité de production, parce que c'est mon métier, ok. Et en lien avec la gestion de l'entreprise et son développement, qu'est-ce que je vais avoir comme activité clé? Ça vous fait sécher ça, hein? Rien? Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre que ma propre activité? La production, la vente, ok. Qu'est-ce que je fais d'autre? Franchement, je sais pas. Bah, ok. Alors, on va essayer de trouver un autre exemple, parce que je veux que vous me le sortiez quand même. Demain, je suis agent immobilier. À mon compte, indépendante. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vends et je loue, ok. Et quand vous rentrez chez vous, c'est fini, vous faites plus rien. Vous avez juste vendu, vous rentrez chez vous, vous mangez, vous allez vous coucher. Qu'est-ce que vous faites à côté, en plus? Ben non, il faut continuer toujours à chercher. Ah, j'ai Orsolia qui me dit de la prospection, Oui. de Prospection. administratif, Oui. relations clients, gestion Oui. administrative. Voilà, Lorraine Oui. et Orsolia. Merci, c'était ce que j'attendais. En fait, vous allez avoir plein d'activités clés en réalité. Il n'y a pas que le cœur de métier et ça, on ne va même pas l'intégrer dans les activités clés parce que c'est logique. C'est votre activité, c'est votre cœur de métier, c'est votre exercice. Voilà, je fais tel métier. OK. Maintenant, qu'est-ce qui vient à côté de toute mon activité et qu'est-ce qui va avoir un impact du coup sur mon organisation? Qu'est-ce qu'il faut que j'intègre dans mon temps de travail? Et c'est là où on se dit, bah ouais, si j'ai une activité de production, il faut peut-être que je gère tout ce qui est logistique. Donc, soit il faut que j'aille voir le fournisseur pour aller m'approvisionner, soit le fournisseur me livre, mais dans tous les cas, il faut que je fasse un espace de stockage et que je gère mes stocks. La fabrication, la production, donc tout ça, voilà, c'est des activités clés. Tout ce qui va être en lien avec les canaux de distribution. Si j'ai un local, bah, je vais avoir du ménage. Je vais peut-être avoir des déplacements si je suis agent immobilier. Je vais peut-être avoir besoin de faire un peu d'installation si je reçois des clients et que normalement, c'est pas un local qui me permet de recevoir de la clientèle. Tout ça, c'est aussi des activités donc, en lien avec les canaux de distribution. En lien avec la relation client, bah, du coup, vous en avez parlé, donc la prospection, oui. La communication. Si ce n'est pas vous qui le faites, vous déléguez, mais ça fait partie quand même des activités clés.
Et la question qu'il faut se poser après, c'est combien me coûte chacune de ces activités et comment est-ce que je m'organise parce que je vais y passer du temps. Et c'est pareil que pour la relation client, toute action que vous faites dans votre entreprise, pourquoi vous la faites et qu'est-ce que ça vous rapporte? Surtout, Exactement. toujours, toujours, toujours. Je prends l'exemple souvent de quelqu'un qui a un local et qui fait le ménage lui-même. Bah, quelqu'un qui a un local, je garde l'exemple d'agent immobilier. L'agent immobilier, il peut aller au domicile des clients qu'il rencontre, etc. Donc, il n'est pas forcément obligé d'être dans son local pour travailler. S'il accorde 1 heure par jour de ménage dans son local, l'agent immobilier, alors qu'il pourrait être 1 heure de plus par jour en train de prospecter des clients ou en train de discuter avec un futur acheteur, etc., bah là, c'est du temps qui va générer de la valeur, tandis que le ménage, non. Donc, dans ce cas-là, je réfléchis et je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas que je délègue cette partie nettoyage pour que je me concentre l'heure finalement que j'aurai allouée en fait au ménage sur autre chose qui va générer de la valeur et donc qui va me permettre de me développer encore davantage. Cet exemple du ménage, il est souvent là et on en parle vraiment beaucoup, même si on ne parle pas de business model en réalité. C'est vraiment quelles sont les activités secondaires que vous pourriez déléguer et pendant ce temps-là, faire autre chose générateur de valeur. Le but, c'est ça. C'est pas de passer 7 heures par semaine à faire du nettoyage, alors que ces 7 heures par semaine, bah, vous auriez pu au moins prospecter ou communiquer. Et c'est impressionnant parce qu'on se retrouve à l'heure actuelle dans l'ère du temps. Si vous regardez un peu les actualités, vous êtes en train de regarder ce qu'Elon Musk il est en train de mettre en place dans ses Mm. entreprises et qu'il est en train de démultiplier au niveau du gouvernement américain. C'est exactement ça. C'est aller analyser chaque tâche de tout le monde pour voir si ça rapporte de l'argent ou si ça rapporte pas de l'argent. Et voir aussi, est-ce qu'on peut pas le faire aussi, parce qu'il est à fond dedans, par une intelligence artificielle. Et c'est le Bien sûr. grand débat à l'heure actuelle que Elon Musk est en train de mettre aux États-Unis. Regardez, vous verrez, c'est exactement ça. Exactement ça. Et on peut avoir ça, même vous, dans vos projets, Bien même sûr. s'ils sont fictifs, hein, la communication. Vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez un plan de com avec les infos dont il a besoin, et il vous le sort. Hein. Et il vous dit Faut- à quel moment ouais. publier. Et sincèrement, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Par Non. contre, il faut l'utiliser comme un outil. Il ne faut pas qu'il vous fasse tout. C'est vous les pilotes, c'est vous les Mm. maîtres de votre projet. Il ne va pas tout vous faire sur un plateau d'argent. Par contre, tout ce qui est intelligence artificielle, il faut l'utiliser comme un outil. Mais il Ouais, ne faut pas c'est le du gain de prendre temps. comme un feignant et dire il va tout me faire. Non. Parce que après, il faut quand même aller vérifier les sources et tout ça. Mais comme un outil, il faut savoir l'utiliser en bon et due forme. Voilà. Ça vous permet de gagner en inspiration et en Tout à rapidité. fait. Oui. Et il y a un truc qui n'est pas écrit ici, mais qui est important aussi. C'est que le jour où vous vous êtes lancé, bah, vous avez besoin de rester en veille sur plusieurs thèmes. Et ça fait aussi partie des activités clés et il faut l'intégrer dans votre quotidien métier. Alors, pas dans le quotidien, tous les jours, je regarde ce que font les autres. C'est je me garde du temps à un instant précis pour regarder ce qui s'est passé au niveau juridique, pour regarder ce qui s'est passé au niveau de nouveaux entrants sur mon marché, pour regarder s'il n'y a pas des nouveautés que je pourrais proposer dans mon offre, si je vends des produits, etc., etc. Donc, gardez en tête ce temps de veille sur différentes thématiques qui doit être intégré aux activités clés. Et je pense que Anaïs le fait aussi comme moi. Je pense qu'on est souvent sur les réseaux LinkedIn pour regarder ce Oui, que fait la communauté, ce que fait nos partenaires, ce que fait le réseau. Et oui, c'est un temps imparti ouais, qu'on passe dessus. tout à fait. Moi, tous les matins, bon, si je promène pas ma chienne, mais tous les matins, quand je la promène pas, bah, je me garde une demi-heure, du coup, le temps que je me promène avec elle. Bah, si je le fais pas, je me garde une demi-heure sur LinkedIn. Et effectivement, je regarde différents posts. Alors, moi, j'en ai plein. Hein. J'en ai sur les nouveautés en fiscalité. Oui. J'en ai sur les nouveautés en lien avec les différentes formes juridiques. J'en ai effectivement sur les événements en lien avec notre écosystème entrepreneurial. Et effectivement, je prends le temps. Pas tous les jours, parce que moi, c'est pas mon métier, je suis pas chef d'entreprise, mais pour autant, il faut Ah, bien prendre sûr. le pli quand on l'est. Mais même en perso, hein, quand vous avez envie de vous tenir informé sur des sujets, vous allez mener de la veille sans vous en rendre compte. Donc vous avez déjà un petit peu ce réflexe-là. Mais en tout cas, voilà, à intégrer. Et en fait, vous allez Et vous en, rendre compte ouais. que... Ouais, pardon. Non, vas-y. Et en plus, on est dans un monde où tout va très très vite et Oui, tout se fait et se défait très vite. Donc, exactement. faut être Faut toujours être informé, réactif. toujours très réactif. Oui, parce que ben, dans le quotidien métier d'un entrepreneur, si on n'est pas réactif, ça veut dire qu'on prend du retard sur ce qui existe déjà ailleurs. Et donc, on va perdre de la clientèle parce que les concurrents seront meilleurs et auront pris les plis plus rapidement que vous. Donc, vous serez en retard. À l'inverse, si vous prenez les éléments tout de suite parce que vous les avez identifiés plus vite qu'eux, bah, c'est vous qui allez avoir un train d'avance.
Donc attention à ça. Donc, gardez-vous aussi en tête, gardez en tête cette notion de veille. Et quand vous allez réaliser que vous avez plein d'activités clés en lien avec votre métier, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la partie dont on a parlé avant avec les ressources clés va venir être approvisionnée par les différents outils ou les différentes ressources en fait, que vous allez venir mobiliser dans vos activités clés. Si j'ai une activité où j'ai besoin de stocker, il faut que dans mes besoins au démarrage, je vienne intégrer un lieu de stockage avec des étagères, avec du mobilier dédié à la gestion du stock, etc. Il faut que je m'outille aussi, il faut que j'ai un logiciel de gestion des stocks. Donc tout ça, ça va venir alimenter aussi les ressources clés au fil de l'eau. Vous avez au démarrage une idée des ressources clés, des besoins dont vous avez, des ressources dont vous avez besoin au démarrage, et ça va venir s'alimenter aussi avec donc, les activités clés dont on vient de parler. Et si vous développez, les locaux vont s'agrandir et voilà, ça va venir au fur du temps. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, on verra à la fin, mais le business model, il n'est pas figé dans le temps. Hein. Mm. Une fois qu'on a les activités clés, on peut aussi donc, parler des partenaires clés. Et donc, c'est vraiment là l'identification parmi tous les interlocuteurs de l'entreprise, de ceux qui sont essentiels à son bon fonctionnement. Il va y avoir des partenaires spécifiques à l'activité. Ce n'est pas ceux qu'on va retrouver de manière générique dans tous les types d'activités. Hein. On s'en fiche du banquier, on s'en fiche pas, mais ce n'est pas un partenaire clé. Le banquier, l'assureur, le bailleur, le fournisseur, si, mais ça dépend lequel. Fournisseur de tout ce qui est fourniture administrative, par exemple, c'est loin d'être un partenaire clé. Par contre, demain, il y a des fournisseurs pour chacune des partenaires, pour chacune des toutes les activités qui peuvent exister, qui sont indispensables et qui vous permettront de vous développer. On va avoir donc les partenaires essentiels à votre activité, tout ce qui va être fournisseur, mais à condition que ce soit des fournisseurs de produits ou de matières premières dont vous avez véritablement besoin pour votre activité. Les prestataires, les intermédiaires, pareil, toujours en lien vraiment direct avec votre activité qui vous permet de vous développer. On peut avoir différents accords qui sont passés avec les partenaires clés, mais vous allez avoir différents types. Il va y avoir des contrats, il va y avoir des ententes, il va y avoir des avantages que vous proposez à l'un parce que vous avez rendu tel service, etc. Mais en général, c'est plutôt contractualisé. En tout cas, il faut que vous disiez, les partenaires clés, il y a forcément un contrat avec eux. Ils sont forcément à un moment ou à un autre rémunérés. Et vous aussi, vous serez certainement partenaire clé d'une autre activité qui vous rémunérera parce que vous permettrez à cette activité-là de se développer. Et donc là, la question qu'il faut se poser ensuite, c'est quoi et combien? De quelles activités j'ai besoin dans mes partenaires clés? Quelles sont les ressources qu'ils me permettent d'acquérir? Et quels sont les coûts de chacun de ces partenaires? Je vais vous donner un exemple. Un agent immobilier, je reviens là-dessus. Il travaille forcément avec des notaires pour signer un acte de vente. Partenaire clé. Par contre, un agent immobilier qui va acheter sur le site internet Rétif ou chez Bureau Vallée ses fournitures administratives, ça ne va pas lui permettre de se développer ni de conclure des ventes. J'en ai un autre en général qui vous parle beaucoup, c'est le restaurant en bord de mer ou le restaurant dans une station de ski. Ils vont avoir des activités qui sont très saisonnières et donc ils vont forcément devoir être en lien avec des agences d'intérim par exemple, ou en tout cas des agences de recrutement. Ça va être des partenaires clés. Ils vont les payer pour qu'ils puissent, à l'instant T où ils ont besoin de quelqu'un, faire le recrutement à leur place pour ne pas perdre du temps non plus au recrutement et donc avoir directement en fait les personnes qui viennent travailler chez eux. Est-ce que vous en voyez d'autres? Vous, si je sais pas, avec vos projets réels ou fictifs, est-ce que vous avez en tête des partenaires clés? Pas forcément? Par exemple, dans le T-Shop, on compte proposer aussi tout ce qui est alimentation. Donc, on aura peut-être un traiteur, enfin, je sais pas si c'est un traiteur, mais quelqu'un qui va nous faire les pâtisseries, etc. Ouais, donc il faudrait un fournisseur de pâtisserie ou de matières premières si vous les faites vous-même. Ouais. Ok. Qui est-ce que vous pourriez avoir d'autres comme partenaire clé? Ça dépend de vos activités aussi. On aura besoin forcément aussi d'un fournisseur pour les livres de la librairie. Ouais. Et pour l'instant, c'est tout ce que... C'est déjà pas mal. Vous pourriez avoir l'université en partenaire aussi. Oui. Si le but est que ce soit sur le campus.
Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'université va vous faire payer quelque chose, mais potentiellement, à terme, l'université pourrait très bien demander, comme vous êtes implanté dans le campus, une petite contribution pour pouvoir bénéficier de l'emplacement. Ok. Vous voyez? On peut voir ça comme ça. Alors, je pense que ça n'arrivera pas, quoique, je ne sais pas, ça dépend où on est l'université aujourd'hui. Mais il y a tout à fait moyen qu'on vous demande une petite contribution parce que ça marche bien et qu'on le remarque et que du coup, on essaie de grappiller un petit peu aussi sur ce que vous pourriez générer comme valeur. Je vois Orsolia qui écrit un influenceur, peut-être un partenaire ou c'est juste un plus pour la notoriété et l'image. Ça va être un partenaire si tu le rémunères. Si c'est un petit influenceur qui ne demande pas de contrepartie, c'est pas un partenaire clé. Par contre, si c'est un influenceur avec pas mal d'abonnés, il y a un contrat avec lui, etc., partenaire clé. Après, c'est possible qu'il y ait des partenaires clés dont vous ayez besoin à un moment donné et qu'à un autre, vous n'en ayez plus besoin. Un influenceur pour le démarrage, par exemple, vous pouvez en avoir besoin et par la suite, en fait, vous vous rendez compte qu'il n'a plus forcément euh, d'abonnés qui sont proches de votre cible de clientèle parce que votre cible de clientèle peut aussi évoluer au fil du temps. Ce sera plus cet influenceur-là et peut-être un autre. Ou peut-être plus du tout d'influenceurs parce que vous aurez déjà acquis une certaine clientèle et que par effet boule de neige, ça parle de vous déjà. Plus forcément besoin de cette mise, enfin, de cette dépense-là, on va dire ça comme ça. Et on Et donc revient là, toujours à la même chose. On investit, ouais, mais qu'est-ce que ça rapporte le jour où ça vous exactement. rapporte plus? Vous changez, vous l'améliorez, vous vous arrêtez. Toujours, C'est le toujours dans plan cette d'action démarche-là. commercial. Mm. C'est un peu le plan d'action commercial ou le plan de communication. C'est on suit à la lettre les actions qu'on mène et donc quel a été le résultat obtenu par chacune des actions. Et en fonction, j'ajuste, je garde ou j'arrête. Et donc là, la question qu'il faut se poser, c'est sur qui est-ce que vous pouvez ou sur qui surtout vous devez compter pour votre activité. Est-ce que cette partie-là vous paraît claire? J'avance. Oui, pour Orsolia. Merci. On a donc le dernier bloc. On a été un peu plus vite que prévu, mais on pourra parler dans le détail de d'autres choses. Les structures de coûts. Donc, dernier bloc, on est bien d'accord, normalement, que toute activité économique va générer des coûts. Ici, il va surtout s'agir d'identifier les postes de dépenses les plus importants, qui sont en lien avec les informations qu'on a abordées depuis le début du business model. Et qui sont en lien aussi quand même avec les ressources clés. Les ressources clés, les besoins que vous avez au démarrage d'une activité vont faire l'objet peut-être d'un emprunt. Le remboursement d'emprunt sera dans les structures de coûts. Par contre, on n'aura pas le montant total de l'emprunt. Ça sera dans votre plan de financement. Ça ne viendra pas forcément dans le business model. C'est le remboursement mensuel de l'emprunt qu'on va retrouver dans cette case et pas le coût des ressources au total. Les flux de revenus, ils permettent de financer les structures de coûts. Tout ce dont on a parlé sur le calcul du chiffre d'affaires prévisionnel doit pouvoir couvrir vos coûts, les coûts de l'activité. Et donc là, question 1, quelles sont les activités, ressources ou partenaires qui vous coûtent le plus cher? Si je reprends l'exemple du restaurant en bord de mer qui a besoin de l'agence d'intérim, l'agence d'intérim, si le restaurant fait appel à elle peut-être 3 mois dans l'année parce que le temps de recruter les bonnes personnes, etc., c'est 3 mois ou... non, ça ne marche pas comme ça, l'agence d'intérim. Ils sont rémunérés à la tête, en gros. Admettons, ils ont recruté 5 personnes. Tous les ans, je sais que pendant mon pic d'activité, j'ai besoin au minimum de 5 saisonniers. Je vais payer 5 fois un pourcentage de la rémunération de mon salarié à l'agence d'intérim. Donc ça, c'est un gros poste de dépense. Et c'est ça qu'il faut identifier. À l'activité clé, il y a forcément des gros postes de dépenses. Et c'est souvent les activités clés, d'ailleurs, qui ont des gros postes de dépenses. Parce que si on prend juste paiement du compte bancaire professionnel, c'est pas hyper représentatif, quoi. Pour 30 à 50 euros par mois, allez, vous allez vous en sortir. Par contre, là, l'agence d'intérim, ça va peut-être représenter plusieurs milliers d'euros, donc gros coût. Et donc, à intégrer dans la structure de coût. Ressources partenaires, donc qui vous coûtent le plus cher. Quelles sont vos principales dépenses? C'est ça qu'il va falloir se poser comme question. Vous allez avoir des charges fixes, des charges variables, la main-d'œuvre et la communication principalement. Si on parle charges fixes et charges variables, est-ce que ça vous parle?
Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? J'aime bien poser cette question. Alors, Solia qui écrit. Oui, ce que je vois. Ça vous parle pas, les autres? Ça vous ferait penser à quoi, charge fixe? Si on a un loyer, Ok, donc c'est le même, je vois Orsolia qui a écrit fixe le loyer, variable électricité, alors ça dépend. Si on doit donner une définition plutôt que des exemples. Le loyer, est-ce qu'il bouge si vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires ou si vous en faites 3000 pour le même local? On va payer le même loyer, qu'on fasse 1000 ou 3000 euros de chiffre d'affaires. Mm. Par contre, est-ce qu'on va payer, admettons que ce soit un local et on vend des t-shirts. J'aime bien regarder les t-shirts. Est-ce que si je vends 100 t-shirts, ça va me coûter autant que si j'en vends 500? non. Donc ça varie en fonction du niveau d'activité, en fonction du niveau de vente. Ok. Et effectivement, donc en charge fixe, on va avoir le loyer, on va avoir l'électricité pour ceux qui ne produisent pas et donc qui vont toujours avoir à peu près la même consommation. On va avoir quoi d'autre en charge fixe? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Orsolia, mais il y a une échelle de coûts. Qu'est-ce que tu entends par échelle de coût? Et je te laisse écrire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme charge fixe que le loyer, que l'électricité pour une entreprise qui ne produirait pas? Si on a des employés, on est obligé de les payer. Ouais. Les salaires qui vont rester à peu près les mêmes. La banque, l'assurance, communication, souvent ça reste à peu près les mêmes coûts. Par contre, si j'ai un pic d'activité et que j'ai une grosse offre promotionnelle, bah, ça peut être une charge variable. Parce qu'à un moment de l'année, je vais dépenser 100 000 euros en communication, alors que le reste de l'année, tous les mois, je dépense 300. Donc ça peut devenir une charge variable. Et donc, hors Solia, si je produis 5 ou 5 000 t-shirts, le coût de la matière première ou de l'électricité peut être divisé. Alors oui, en fait, on appelle ça des économies d'échelle. Plus on achète et moins à l'unité ça nous coûte. Grosso modo, c'est ça, je pense que tu veux dire. Et effectivement, les charges variables fonctionnent souvent avec des économies d'échelle. Quand on achète 100 t-shirts à un fournisseur, le coût unitaire ne sera pas le même que si on lui en achète 500. Je suis d'accord là-dessus. Mais ça n'a pas forcément de... C'est pas que ça n'a pas de lien en réalité avec charge variable, mais quand on parle charge variable, c'est vraiment tout ce qui va varier en fonction du niveau d'activité. Mais effectivement, ça en fait partie, les matières premières. Ok, c'est plus clair ou pas? Oui. Donc, charge fixe, ça ne bouge pas, même si effectivement on a une activité de production et qu'il y a des charges fixes qui vont bouger, enfin des charges variables qui seront des charges fixes chez d'autres activités qui ne sont pas des activités pardon, de production. Si on sait qu'on a des pics dans l'année d'activité ou de production ou des baisses, au contraire, et bah, forcément, c'est des choses qui deviennent variables dans une activité de production plus que dans une activité de prestation de service. Où là, on a juste un bureau, un local et on paye des charges tous les mois, la même chose, peu importe qu'on ait 10 clients ou 50. Donc ça, déjà, si c'est clair, c'est parfait. Donc la main-d'œuvre, la communication, effectivement, on en a parlé aussi. Donc tout ça à intégrer dans les coûts. Et on va avoir tout ce qui est coût des ressources et activités clés. Donc on en a parlé en fait au tout début de la slide. Et les revenus donc, permettent logiquement de financer les coûts. Tout ça part juste de la segmentation client. Hein. Et en réalité, tout ce qu'on vient de voir, si vous faites un business model, et vous allez sûrement être amené à en faire un, c'est à faire dans cet ordre-là. La segmentation client, une fois qu'on l'a, on sait ce qu'on propose précisément, on connaît la promesse qu'on veut faire. Une fois qu'on a tout ça, on sait comment aller capter la clientèle pour quel type de produit, pour quelle relation client. Enfin non, la relation client intervient après. Vous voyez, tout ça, c'est très, très lié. Hein. Non? C'est le petit schéma qui vient se former. Ouais. Pas à pas, en fait. Mais de toute façon, on a besoin de la base, et la base, c'est le client. Et c'est pour ça que c'est un business model par type de client. D'où On ma arrive sur la définition, fin. mettre le client au cœur de vos activités, toujours. Oui, et le client est au cœur du business model. Même si Exactement, au c'est ça. cœur, c'est la proposition de valeur, la base, Ouais, c'est quand même le client. c'est votre client. Ouais. Tout part de lui. Hein. Et vous verrez plus tard, quand vous aurez une problématique, vous n'arrivez pas à trouver la solution, interrogez votre client.
À 80% des cas, il va vous trouver la solution. En tout cas, il va vous amener vers la solution. Et oui, et on n'a pas parlé d'un truc dans la relation client, mais tout ce qui est questionnaire satisfaction, c'est C'est quelque chose important. qu'on peut mettre en place et qui va nous permettre d'ajuster l'offre, d'ajuster la communication, d'ajuster mon prix, d'ajuster tout plein de choses en réalité. Le questionnaire, c'est un basique qu'il faut essayer d'automatiser, on va dire ça comme ça, après chaque passage à l'achat d'un client. Questionnaire de satisfaction. Si c'est 5 étoiles sur 5 étoiles, c'est très bien. Si c'est 1 étoile sur 5, il faut comprendre pourquoi et donc potentiellement mettre en place des actions correctrices si vous vous rendez compte que c'est pas que un client qui a mis 1 étoile, mais plutôt une dizaine, ou une quinzaine, ou plus. Donc aussi à penser, après voilà, c'est pas... On n'y pense pas toujours, mais c'est intéressant de le mettre en place. Donc on a vu tous les points, tous les blocs du business model Canva. Et on Et arrive à c'était ma le petit dernière dessin slide. du départ. C'était le petit Et c'était dessin le du petit dessin du départ. départ. Vous avez Tout à bien fait. vu le petit dessin du départ avec toutes les cases. En fin de compte, elle a parlé de toutes les cases. Et c'est ça que vous allez remplir votre business model Canvas. Ok. Et c'est pour ça que je vous dis, en un seul et même document, après, vous avez tout. Vous avez tout et vous avez... En fait, ce document Voilà, sert c'est vraiment celui-là. à être synthétique. Voilà. Il Vous sert avez tout vraiment à être dedans. synthétique. Et là, Ouais. vous le retrouvez partout sur Internet, ça. Et Ah effectivement, bah oui. là, vous avez vu partie par partie Voilà. comment on les travaille. Tout à fait. Et en fait, ça, demain, c'est la façon la plus synthétique que vous avez de présenter votre projet. Alors, il y Et a Orsolia qui a mis quelque chose en commentaire. J'ai écrit un questionnaire de 10 minutes. J'ai l'impression que cela va être une barrière auprès des potentiels interrogés. ça dépend si c'est que des questions ouvertes ou si c'est des questions où on répond par des cases à cocher. Par Si contre, c'est 10 minutes, ouais, ouais. les gens sont prêts à répondre. Question Questions fermée. fermées, Là. donc c'est bon. Donc en Ouais, fait, ils vont répondre à beaucoup de questions, mais en même temps, en 10 minutes, c'est assez chronométré et les gens prennent le temps. ouais. Par contre, Et si c'est surtout, bien au-delà, le c'est vrai que mettre c'est au plus début. Hein. compliqué. Bien avertir, Oui, en fin de compte, les futures personnes qui vont répondre, de dire, voilà, vous avez un questionnaire de 10 minutes. Être honnête, ouais, transparence. Ils savent quand ils vont s'engager qu'ils en ont pour 10 minutes et qu'ils n'arrivent pas au bout de 5 minutes sans savoir le temps, que ça leur paraisse interminable et qu'au milieu, ils et qu'ils arrêtent. se disent, ouais, en fait, Voilà, j'arrête, c'est ça. Ils n'aillent j'arrête. pas Donc, jusqu'au bien bout. le mettre au début, c'est un questionnaire qui va durer 10 minutes. La personne qui Ouais, s'engage le sait d'avance. Bien faire ça, surtout. exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Alors après, questionnaire de satisfaction, il sera plus rapide que ça, mais là, pour l'étude de marché, un questionnaire, 10 minutes, c'est déjà très bien. Et n'allez pas au-delà parce qu'effectivement, ça va ça va mettre des freins. Parce que les gens, en général, quand ils font une pause, par exemple au travail, ou quand ils ont une pause à la fac, ou peu importe, bah, ils vont prendre 10 minutes max sur leur téléphone ou sur leur PC, potentiellement pour répondre à ce questionnaire. Donc effectivement, 10 minutes, je pense que c'est la limite. Après, il y a des questionnaires qui Ouais. durent bien plus longtemps, mais parce que c'est des études bien plus poussées, essayez d'aller à l'essentiel. Et Les des fois infos dont vous avez rémunéré le même. plus besoin, aussi rémunérées. C'est vrai, quand ça dépasse un certain temps, c'est des enquêtes rémunérées en Ouais. plus. Ouais, ouais, tout à fait. Donc non, 10 minutes, c'est bien et ça ne met pas forcément de barrière par rapport au nombre de répondants hein, ou par rapport à l'aboutissement, enfin le fait d'aller jusqu'au bout du questionnaire. Pour moi, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Hop, j'en étais du coup à ma petite conclusion. Donc là, on a vu tous les blocs, vous l'avez compris. Donc à faire le jour où vous le faites dans l'ordre. Et ce qu'il faut se dire, c'est que donc, le business model Canva, il n'est pas fixe, il évolue. C'est-à-dire que oui, on va le faire au début d'un projet de création d'entreprise potentiellement. On peut aussi le faire après son business plan et une fois l'activité lancée, une fois que vous voulez lancer un nouveau produit, une fois que vous voulez capter une nouvelle cible de clientèle, une fois que vous changez de façon de distribuer et que vous envisagez d'avoir un local alors qu'avant vous faisiez que du e-commerce. Bref, tout ce qui peut changer dans votre stratégie va faire évoluer le business model Canva et donc il faut le mettre à jour et repenser la stratégie de A à Z avec des choses qui resteront en place et d'autres qui vont évoluer. En général, quand est-ce qu'on le refait? Ça peut être tous les ans ou tous les 3 ans. Parce qu'on arrive à avoir une vision sur du moyen-long terme qui est suffisante en fait en le faisant une fois voilà, tous les ans. C'est déjà suffisant, mais en réalité, le but étant de le refaire vraiment quand on a un nouveau produit ou un nouveau service qu'on va mettre en place ou capter des nouveaux clients, qui ne seraient pas ceux de la cible initiale. Et là, bon, c'est juste un petit point sur les outils, mais le business model Canva n'est évidemment pas le seul outil à intégrer dans un business plan. On va avoir tout ce qui est en lien avec l'étude de marché, le PESTEL,
sais pas si ça vous parle, mais tout ce qui est étude des opportunités menaces sur la Ce qui politique, est extérieur, ouais. l'économique, etc. Ouais, effectivement, tout ce qui concerne votre environnement externe et sur lesquels vous n'avez pas, vous, la main. Mm. Le SWOT, donc, ou le FOM en français, force, faiblesse, opportunité, menace. Porteur, avec les 5 forces concurrentielles. Et d'autres, en réalité, que vous pouvez Il y en a utiliser. plein. Il y en a tellement que voilà, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et effectivement, ça vous permet soit de préciser votre étude de marché, et donc le mieux étant de le faire avant le business model, soit vous le faites en même temps en réalité, et ça va vous permettre d'affiner encore certains éléments, notamment au niveau des partenaires clés, au niveau de vos cibles clients, etc. Parce que vous allez avoir l'étude des modes, des tendances, des choses comme ça au niveau socio-culturel. Et donc, ça va venir nourrir, encore une fois, le business model. Ce Le qui est but étant d'avoir quelque intéressant, chose de concret. excuse-moi Anaïs, une autre Vas-y, vas-y. matrice qui est très intéressante, en tout cas que j'utilisais et que j'utilise encore, c'est la matrice des risques. Pensez à la matrice des risques, parce que des fois, ça va vous ouvrir une vision que vous n'aviez pas vue, et ça va vous allez l'intégrer dans votre business model, parce que par rapport à cette... Vous connaissez la matrice des risques? Ça vous parle? Oui, Ok, bah la oui. matrice des risques, et je vous conseille d'aller le voir. Vous allez sur Internet, vous mettez matrice des risques, elle est vraiment puissante et ça vous permet d'ouvrir une certaine vision et d'avoir des plans d'action qui peut-être va vous coûter de l'argent, mais à l'intégrer dans le business model, en prévision 2. Je regarde la matrice des risques parce qu'elle me parle, mais je suis pas sûre. Ah, si, c'est ça. Tu vois? Ouais. Après, il y a autre chose. Si vous voulez gérer votre temps, c'est la matrice d'Eisenhower qui est très très bien, hein. Et justement, on parlait de temps tout à l'heure. La matrice d'Eisenhower, ça va vous donner vos priorités. Mais ça peut être une priorité aussi enfin, dans votre projet. Oui, et il y a aussi, si on parle de définir un ordre d'importance, on Ouais. a aussi la méthode Moscow Tout à fait. avec je dois, je Ouais. devrais, Ouais. je peux Ah, zut, autorisé. et je ne peux pas. Mais il y en a plein des outils en Ouais. réalité, et je suis en train de les voir. En plus, en ce moment, j'anime des formations et on les voit effectivement avec Eisenhower, on voit Moscow et tout. Mais vous en avez tellement des outils dans la création d'entreprise que Et vous pouvez Pestel, tous les Paul Porter, utiliser. elles sont déjà, C'est la voilà, base. c'est l'essentiel. C'est la base, en tout cas, des matrices. Ça, c'est Ouais. clair. C'est la base pour l'étude de marché en tout cas. Après, c'est plus au niveau décisionnel et au niveau gestion des priorités. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en parce que vous C'est êtes là, en la plus, vous question. êtes en direct. Les replays, les autres étudiants et étudiantes n'auront pas cette chance. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et comme je vous On a encore disais, un peu de temps. Anaïs, je pense qu'Anaïs, ça ne gênera pas de mettre aussi son adresse mail, peut-être Ah, pas s'ils ont du des tout, oui, questions je vais la mettre. perso. Et donc, Oui. si à la suite, bon, on continue encore, mais si à la suite vous avez enfin, peu importe la question que vous avez besoin de vous rapprocher de moi ou d'Anaïs, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ça, c'est clair. Je vous l'ai envoyé dans le chat. Je Est-ce vois pertinent Orsolia de ta faire toutes les question. matrices? Orsolia, Non, qui demande. non, c'est pas pertinent de faire toutes les matrices. Ce qui est Non. pertinent, c'est de faire les documents qui sont nécessaires pour appuyer tes études et te permettre de te guider en fait dans tes recherches, notamment au niveau de l'étude de marché. À partir de là, les autres matrices, en réalité, voilà, la prise de décision avec Eisenhower, enfin, la gestion des priorités, Eisenhower, Moscow et tout, non, ça sert à rien en réalité de les faire. Mais c'est important de les avoir en tête quand même parce que la façon dont toi, tu vas gérer demain une activité dépendra potentiellement de la théorie que tu auras pu voir. Khalil qui a levé la main? Oui. Ouais, je vois. Ouais, j'ai une petite question. Oui. C'est par rapport un peu au modèle économique. Et du coup, ma question, c'est est-ce que c'est important d'avoir un modèle économique qui est vraiment rentable dès le début? Et là, je dis ça et je fais un peu la référence, par exemple, à la société OpenAI qui est derrière ChatGPT. Est-ce que le fait d'avoir une approche qui est freemium to premium, est-ce que cela peut être un peu perturbant pour une entreprise au début? Alors, il y a deux types en réalité, enfin, deux types ou plus, hein, mais moi je vois ça comme ça. Tu as la catégorie des activités qui doivent tout de suite générer de la valeur parce que ce n'est pas des activités innovantes. Donc en fait, il faut que ça marche tout de suite parce que si tu as des financements à aller chercher, les banques doivent pouvoir te faire confiance et voir que tu es capable de rembourser les emprunts que tu contracteras. Il y a ce pôle-là. Le deuxième pôle, il y a pour moi les activités dans l'innovation qui ont besoin de temps en recherche et développement et qui effectivement ont un modèle économique qui n'est pas rentable dès le début puisque on va emprunter beaucoup et on va faire appel à beaucoup de financement et pour autant il n'y aura encore pas de rentrée d'argent avant un certain laps de temps puisque le temps de faire toutes ces recherches et des études va faire que. Donc pour moi quand même il faut un business model qui soit
enfin, qui tienne la route et qui soit rentable, même si tu as une activité innovante. Il faut que tu vois plus loin que la date à laquelle ta recherche et développement sera terminée, en gros. Ah oui. Et Mais en fait, oui, c'est pour moi, en tout cas pour mon projet, c'est le cas. J'ai déjà plusieurs modèles économiques que j'ai en tête. Mhm. Mais du coup, comme vous avez dit, en fait, c'est aussi, il y a certaines entreprises, le fait de ne pas avoir déjà des clients qui l'utilisent, ils n'auront pas cette valeur ajoutée. Par exemple, là, si je fais référence à Acadify, en fait, la valeur ajoutée de Acadify, ça va consister sur le fait d'avoir plusieurs entreprises et plusieurs universités qui l'utilisent. Sinon, je ne pourrais Ouais. pas. Voilà, donc sinon, il n'y aura pas de rentrée d'argent. C'était juste ça ma question. Oui, après, tu as déjà réfléchi à comment est-ce que tu allais comment dire, vendre ton appli? Ouais, ça oui. Ça oui. Voilà. C'est des abonnements ou c'est un paiement enfin, ça va être enfin, ça va être des abonnements, hein. En Ouais, général, c'est ça, les applis. ouais, oui, lui, c'est plutôt un site qui ressemble un peu à GoRise, mais un peu différent. Mais Alors là, moi, je connais pas. ouais, c'est un site qui permet aux étudiants de participer à des projets que des entreprises proposent. La Ok. différence, il y aura aussi des intervenants qui seront des profs qui vont gérer tout ce projet. Mhm. Et pour moi, le modèle économique principal, je le vois d'un côté que ce sera plutôt les entreprises qui vont payer. Et pour moi, ils seront qui peuvent payer sous forme des crédits à chaque fois qu'ils vont profiter d'un Ouais. projet. Ok. Voilà, pour moi, ça peut être ça, mais voilà, donc il y a plusieurs, comme vous avez dit, il y a plusieurs manières Tout à de fait. Bah, tu ça. vas avoir un business model pour les entreprises qui vont payer ta solution. Tu vas avoir un business model pour potentiellement des étudiants ou des profs ou des personnes, vraiment des particuliers qui seraient à même d'utiliser ton appli. Et donc là, on sera plus sur un paiement sous forme de crédit, comme tu l'as dit, mais plutôt un abonnement mensuel. Tu vois, tu vas avoir à chaque fois des choses différentes. Et je vous montre juste un truc, ça peut peut-être t'aiguiller. Hop, ça c'est pareil, je pourrais vous l'envoyer si vous. Enfin, j'enverrai à Thierry et Thierry, tu pourras le renvoyer si tu veux. Bien sûr. Enfin, si tu veux. S'ils veulent. Si vous le voulez, C'est. vous me les demandez, je vous les envoie parce que j'ai pas les adresses de tout le monde. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message en me disant je veux les documents et je vous les envoie. Ouais, en fait, c'est un fichier Word. Donc ça, c'est un fichier qui a été monté par la BGE, je sais plus laquelle, le Picardie peut-être. Mais en gros, on vous guide. Vous voyez, vous avez à chaque fois. Donc là, vous retrouvez les blocs. Donc c'est un fichier Word que vous pouvez modifier. Et on vous guide. Alors, segment client, vous avez plutôt bien compris. Mais par contre, la proposition de valeur, c'est plutôt ce sujet-là qu'on est en train d'aborder. C'est la question, grâce à moi, à mes produits ou services, mon client pourra. Et là, enfin, il faut identifier 3 avantages max qui feront que c'est vous et pas un autre. C'est la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée. Mon client apprendra mon existence par blablabla. Pour entretenir la relation avec mon client, je mets des choses en place. Mon client dépensera avec moi X euros toutes les semaines, mois ou années, soit un montant total de X euros par an. Ça vous guide vraiment, hein. Donc, si effectivement ça vous intéresse, on pourra vous l'envoyer. Pour exercer mon activité, j'ai besoin de. Enfin, c'est toujours pareil en fait, on vous guide vraiment et ça. Parce que le fait de voir bloc par bloc, c'est bien, mais le fait d'avoir en plus les petites phrases un peu introductives vous permet de Exactement. mieux cibler ce que vous pouvez mettre en fait dans chacune des catégories du business model. Et si vous voyez qu'il vous manque, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait vous manquer? Qu'il vous manque la partie partenaire clé et prescripteur, ça veut dire que dans votre étude de marché, il faut encore que vous creusiez ce point-là. Si ce qui vous manque, c'est plus en lien avec le segment client, n'allez pas plus loin dans le business model parce que la base, ça veut dire qu'il faut que vous travaillez la segmentation client et donc votre étude de marché sur la clientèle. OK? Et si Ça vous voulez marche. faire la Donc ça, différence, c'est la je proposition. peux même vous Voilà. l'envoyer dans le drive, hein, en vrai. Je suis en train de me dire. Enfin, dans le drive, dans le Ouais, chat. dans le chat. Ok, Je merci. pense qu'on peut faire ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est clair? Moi, ça m'arrange, hein. Je suis en train de vous l'envoyer, je regarde juste si ça fonctionne, parce que je sais que Teams, ça a changé un peu. Ouais, c'est pas évident. Bah, avant, on pouvait mettre Mais directement dans c'est le. pas garanti. Ah, ok. Pas garanti. Non, j'y arrive pas. Bah, c'est pas grave, Anaïs, tu me les envoies. Et puis ceux qui sont Ouais. intéressés, vous m'envoyez un petit message, vous dites bah, suite au webinaire numéro 3, j'aimerais bien avoir les. Voilà. Enfin, vous mettez une petite phrase et je vous l'envoie. Il n'y a pas de problème. Après, si vous avez d'autres sujets, hein, vous n'hésitez pas, vous pouvez vous rapprocher d'Anaïs ou de moi. Il n'y a Bien aucun sûr. problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous arrivez à vous projeter un petit peu par rapport, alors je pense au projet comment vous l'avez appelé? T-Shop et l'application notamment. Est-ce que vous arrivez à appliquer un petit peu à votre cas ou pas?
Oui, on avait déjà commencé et Ok. en fait, bon, on est un peu bloqué à la première étape où on se disait: «Est-ce qu'on crée, un persona un peu moyen ou bien, si on en fait différent, si on peut avoir plusieurs Ouais, personas?» c'est Parce bien d'en faire plusieurs. on va forcément cibler les étudiants, mais il y a beaucoup d'étudiants de la L1 jusqu'au doctorat, mais aussi comme on voulait s'implanter, à Olivet, le long du tram, en fait, l'arrêt qu'il y a à Olivet, on se disait que comme on est à côté des bureaux, est-ce qu'on doit aussi faire un persona pour les gens qui travaillent à côté, ce genre de choses? En fait, les étudiants, vous allez avoir à peu près le même persona. Enfin, vous allez prendre un persona, un étudiant qui a à peu près tant de budget, etc. Ses habitudes sont celles-ci. Client principal que vous visez parce que T-Shop à destination à l'origine des étudiants. Mais effectivement, si vous êtes dans une zone qui couvre une zone industrielle et commerciale, par exemple, où vous savez que vous pourriez avoir des salariés, et les salariés aussi aiment bien faire des pauses, et quand ils sortent du boulot, aller potentiellement boire ou lire un peu, il va falloir faire un deuxième persona avec un profil salarié. CSP, catégorie socio-pro à définir, habitudes à définir, elles seront peut-être différentes évidemment que celles des étudiants. Mmh. Les budgets seront peut-être différents aussi, peut-être même qu'ils viendront pas tout seuls, mais en couple ou en famille. À voir. C'est tout ça qu'il faut essayer de trouver. Et après, le but étant de, encore une fois, chercher comment est-ce qu'on va venir se greffer à leur routine. D'accord. Après, ça Mais peut oui, être une vous pouvez en enquête avoir auprès plusieurs. des étudiants, faire une Oui, enquête, voilà, on est en prévision de faire ça. Quelles sont vos attentes? Et peut-être que aussi. quand vous allez éplucher le questionnaire, vous allez apercevoir que des L1, c'est pas les mêmes attentes que des M2. Et justement, peut-être justement à ce moment-là, faire des personas différents. En gros, c'est C'est eux qui ont la possible. réponse. Vous avez l'idée, c'est eux qui ont la réponse. Donc peut-être aller les questionner, peut-être qu'ils ont tous les étudiants ont la même demande, mais peut-être que justement, il va y avoir des demandes différentes en fonction de la Et du maturité des profil. étudiants. Mm, Voilà. Et tout à c'est eux fait. qui ont la réponse. Oui, on En a fait, déjà la base du persona, c'est les questionnaires. ouais. On avait Alors, je commencé vois, à faire un questionnaire, on l'a pas encore envoyé à tout le monde, mais on a déjà la base de notre questionnaire. ok, c'est déjà ça. Mais effectivement, après, vous allez avoir plusieurs profils et c'est pas grave d'avoir 5 ou 6 personas. Moi, j'en ai un. D'accord, Là, j'ai Lorraine. un projet. Je sais pas si vous connaissez le padel, l'espèce de tennis avec des plus petites raquettes sur des Mhm. terrains intérieurs. J'ai ce projet-là en ce moment. On a fait du business plan et en fait, ils m'ont fait 4 personas. Un profil où c'est justement un étudiant qui veut s'éclater avec ses potes en jouant au tennis, en gros, qui n'est pas forcément véhiculé, mais comme ils veulent s'installer en ville, c'est pas très grave, il y a les accès avec les transports. Deuxième persona, il me semble que c'était un salarié qui vient à la sortie du boulot, pareil, pour décompresser, pas forcément le même budget du coup que l'étudiant, pas forcément les mêmes attentes non plus. J'avais un retraité qui vient de temps en temps avec ses petits-enfants pour jouer parce que c'est un ancien joueur de tennis. Et j'en avais un dernier, je sais plus lequel c'était, mais oui, enfin, on n'est pas limité en réalité, c'est juste aujourd'hui. Tel que vous visualisez votre projet, qui est susceptible de venir le plus souvent ou de dépenser le plus dans ce que vous proposez. Et après, vous pouvez avoir 5-6 personas, c'est pas gênant. N'en ayez pas 20, ça sert à rien. Parce que vous n'allez pas avoir 20 profils différents qui seront tous aussi rentables. Mais essayez d'avoir les 4-5 profils qui seraient à même de venir le plus régulièrement ou de dépenser le plus. Tu as vu la question d'Orsolia? Je suis en train, du coup, j'arrive à Ouais. me projeter sur le produit, mais c'est surtout l'aspect financement. Et ce chiffre d'affaires qui est difficile à évaluer, c'est comment on peut évaluer le nombre de ventes d'un produit qui est inconnu au bataillon. Questionnaire. Probabilité. Voilà, des probabilités. Questionnaire, encore une fois, si vous savez, vous implantez, alors je ne sais pas où est-ce que vous voulez vous implanter exactement à Olivet, mais j'imagine que c'est pas très loin de l'arrêt Les Aulnay, avec le McDo, machin, et pas très loin de la fac du coup. Si vous vous implantez là, vous avez à étudier le potentiel de salariés qui pourraient venir. Vous avez étudié le nombre d'étudiants qui pourraient venir. La zone de chalandise, en fait, que vous allez avoir va vous permettre de définir un nombre de ventes en fonction aussi des habitudes des clients que vous visez. Si vous êtes dans une zone qui brasse, je dis n'importe quoi, mais 5000 personnes à la journée, sur ces 5000 personnes, il y en a peut-être au moins 100 qui vont passer devant, facilement 100 même d'ailleurs, qui vont passer devant. Et potentiellement, parmi ces 100-là, il y en a, je sais pas, peut-être 10 qui vont s'arrêter et qui vont venir consommer. Donc c'est un peu ce principe-là. Il faut voir gros et après on essaie d'affiner
Ah oui, Orsolia, t'as pas le même projet, toi, autant pour moi. Et le box repas pour les sportifs. Bah, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une enquête en disant, voilà, je compte faire une box repas pour les sportifs, vous le présentez, enfin, tu le présentes, parce qu'on s'est déjà rencontrés, on s'est tutoyé, tu le présentes et tu dis, voilà, vous seriez prêt à mettre combien dedans? Et vous faites une enquête, vous faites une moyenne et vous allez voir à peu près à combien ils sont prêts à acheter cette box. Est-ce que ça Oui, rentre dans la possibilité de faire ou pas? Ça va être en fonction de vos frais et ce que vous allez engager. Si ça rentre dedans, voilà, ça vous donne un chiffre d'affaires. Et vous le multipliez par le nombre de clients potentiels. oui, à savoir que dans les questionnaires, ce qui peut être bien, et c'est ce que j'invite toujours mes porteurs de projets à faire, c'est de demander à la fin si les personnes veulent être tenues informées du lancement de votre activité. Mm. Ça vous fait déjà une première base de données, et si les personnes sont intéressées par ce que vous proposez, vous pouvez les compter comme étant des clients potentiels, et donc les compter dans le calcul de votre chiffre d'affaires. Et la question de Lorraine, comment savoir quelles questions poser qui peuvent être pertinentes pour le sondage? Parce que généralement, les gens ne veulent pas spécialement répondre en écrivant. Mettre des fourchettes de prix, par exemple. En question fermée, Mettre du 5 à 10 déroulant, euros, de 10 à 20 euros, et ils ont juste à je mettre, vais vous en montrer. voilà, par exemple. Je vais Après, vous ben, en les montrer questions. un. Comment? Je suis en train d'en chercher un qu'on m'a envoyé il n'y a pas longtemps. D'accord. Je vais vous l'envoyer. Après, les questions pertinentes, c'est aussi avoir son réseau et de le présenter, ce sondage, et dire, voilà, je compte envoyer ce sondage-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu y répondrais? Toujours se remettre en cause, toujours demander à son réseau et de se dire, et peut-être que quelqu'un va vous dire, ah non, là, par contre, c'est pas très pertinent, je ferai ça. Mais la personne qui décide à la fin, c'est vous. Vous posez les questions, vous prenez les réponses, et c'est vous qui décidez ce que vous mettez dans le questionnaire. Ouais. Je trouve plus. En fait, ce qu'il faut que vous me disiez, c'est que comment vous faites pour avoir les réponses dont vous avez indispensablement besoin, je ne sais pas si ça se dit, mais et qui sont nécessaires en fait pour avancer sur votre projet. Essentiel. Essentiel, merci, Voilà. voilà, nickel. Il est 19h11. Non, Ouais, mais non. voilà, quelles sont les questions qui sont essentielles et quel type de réponse vous attendez? Parce que le but étant que les gens ne passent pas une demi-heure à répondre au questionnaire, mais que vous mettiez déjà des fourchettes de prix, effectivement, comme Thierry l'a dit, sachant que vous allez commencer par votre prix le plus bas que vous pourriez proposer. Si vous proposez un prix inférieur, évidemment, les gens vont tous cocher la fourchette de prix la plus basse. Alors que pour autant, votre produit ou votre service va forcément être plus cher parce que vous l'aviez déjà anticipé de cette manière-là. Donc en fait, c'est savoir quelles sont les bonnes questions. En réalité, c'est vraiment propre à aujourd'hui ce qui vous manque comme info, ce dont vous avez besoin pour avancer. Mais en général, c'est le profil, donc CSP, le sexe, l'âge, s'il habite en milieu rural ou en zone urbaine, etc. Parce que ça va aussi avoir un impact sur ses déplacements. Le type de produit ou service que vous proposez, est-ce qu'il a l'habitude de l'utiliser? À quelle fréquence est-ce qu'il l'achète? Pour quel budget? Et après, c'est sur des questions en lien avec la communication. Qu'est-ce qu'il a l'habitude d'utiliser comme outil pour aller chercher de l'info? Sur quels réseaux sociaux il a l'habitude d'être connecté et d'aller chercher de l'info, encore une fois? Toutes ces petites choses-là qui sont nécessaires pour définir votre persona et pour définir le nombre potentiel de clients qui pourraient être intéressés par votre produit. Et Orsolia, je suis effectivement d'accord Je avec toi. vois. Le nombre de clients potentiels, c'est par rapport à ta zone de chalandise, effectivement, où tu vas aller capter tes clients. Par exemple, combien de salles de sport dans la zone? Je pense que je vais essayer de Oui, développer mon sondage et je reviendrai vers vous. Et c'est exactement ça. Mais après, essaye voir plus large. Il y a les salles de sport, mais il y a aussi, il peut y avoir les clubs. Il peut y avoir des clubs qui peuvent être les intéressés assos. par la boxe, les assos. Donc, en fin de compte, c'est recensé partout où on peut vendre le produit. Et là, ça va faire votre zone de chalandise où vous allez capter vos clients. Et après, quand la box elle sera mise en fonctionnement, qu'elle va être vendue et tout ça, vous allez regarder où vous faites vos 80% de chiffre d'affaires. Ça va être le cœur de votre zone, et ainsi de suite. Exact. Et pense aussi, si ton projet c'est celui-là, tous les professionnels qui vont être en lien dans leur métier avec des sportifs. Je pense Exactement. aux médecins du sport, je pense aux Les kinés, je coachs. pense à des ostéos potentiellement, des coachs, Mm. tous ceux qui sont un peu indépendants, qui vont pas forcément avoir des gros locaux avec un gros flux, mais qui pour autant vont avoir une cible de clientèle directement concernée et intéressée par ce que tu peux proposer. Et pense aussi, et c'est très important, c'est que tu as des personnes qui font du sport chez eux. Ils le font intensément ou pas intensément, et ça se trouve, ils ont envie d'avoir le midi, non pas aller manger à McDo, mais manger quelque chose de sain, parce Mm, que justement, ils font du sport, mais chez eux. Ça peut être du particulier aussi, hein. tout à fait. Comme le produit n'est pas connu, je me dis que 10% des clients vont tester le produit ou bien 100%.
En fait, il n'y a pas de juste chiffre. Mm. Il faut le faire tester, le produit. Il faut le faire tester. Il faut que tu proposes potentiellement des moments de dégustation et que en fait, tu l'intègres dans tes ressources dont tu as besoin au démarrage. Tu vas avoir besoin d'un budget pour pouvoir proposer de la dégustation et qu'en fait, on teste ton produit. Mm. Exact, et c'est très important, ça, tester, aller vers le client, lui Ouais, proposer d'essayer, enfin, toujours, hein, mais que ce soit n'importe quel produit, de tester, de l'essayer et d'avoir un retour. Et par rapport tout à à ce fait. retour, tu vas venir adapter justement On a tout ton plan commercial, ton offre et tout ça. Mais la ça, c'est stratégie. mais effectivement, c'est un investissement. Mais cet investissement est très, très important. Ça va te rapporter dans le futur. C'est des bonnes questions, hein. Oui, oui. Ça fait plaisir. Ça fait très Oui, plaisir. je n'en doutais pas, hein, mais Ah, mais jamais. On n'en doute jamais. Olivia, Khalil, Orsolia, Anne, Lorraine, est-ce que vous avez d'autres questions ou des choses qu'on n'aurait pas abordées ou que, enfin, surtout Anaïs n'aurait pas abordées? j'ai tout dit, moi. T'as tout dit. Pour moi, Anne, toi, tu le vois d'une façon différente dans le sens où Oui. tu vas le présenter, cet outil-là, plus tard, potentiellement. Est-ce que tu l'as bien compris? Est-ce que tu te sens capable, ouais, de le présenter? Nickel. Oui, 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 tout à fait. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire parce que nous, on fait ce concours en fait avec des élèves de seconde vente. Ouais, Donc, ils n'ont pas réellement, enfin, voire pas du tout de notion commerciale et d'entreprise. Donc, avec les collègues, on essaie vraiment de les accompagner au mieux et de synthétiser. Donc, c'est vrai que les outils que vous avez présentés ce soir, l'idée, c'est de leur présenter en classe, notamment le tableau là où les jeunes peuvent compléter avec les oui, différents. le fichier Word. Ouais, voilà, ça, ce Ouais, serait, je pense que ça va vraiment les aider. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. avec C'était plaisir. vraiment très enrichissant. Anne, c'est dans quel Avec lycée? plaisir. Alors, nous, c'est le lycée Éducavert et c'est le site de Chambray-les-Tours. On a deux D'accord, sites, en fait. C'est Éducavert Amboise Chambray et nous, on est sur le site de Chambray-les-Tours. d'accord. Ok. Ah, parfait. Merci. Et a priori, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse, Anaïs, vous avez mon adresse. Mm. Anne, comme tu es sur Tours, c'est Léa qui est la même, pareil que moi, mais là-bas. Donc, tu m'envoies d'abord le lien et moi, je le transfère à Léa en sachant que oui et non, parce que moi, j'ai récupéré graines de boîte, mais pour au-dessus de bac. Parce qu'avant, il y avait les bacs et les bacs plus 2. Donc, j'ai récupéré les graines de boîte de bac plus 2 qui sont intégrées maintenant à Créa Campus. Donc, je sais que c'est avec Anne Beignet et avec Béatrice Pasquet qui fait ça. Voilà. Donc, effectivement, tu peux rester en contact parce que moi, j'ai récupéré la communauté graines de boîte. Donc, effectivement, c'est pas obligé que ça soit Tours. Voilà. Donc, on peut rester en lien. Comme ça, c'est dit. Ouais. Hop. Ah, j'ai commencé avec beaucoup de lycées. J'ai pris lycée Voltaire et d'autres lycées de la région, mais pour les bacs Ah, plus 2. bien. Donc, c'est bien, c'est bien. Et justement, j'aurai un Bah, petit fascicule à t'envoyer qu'on envoie pour nos étudiants entrepreneurs qui s'appelle de l'idée au business plan. Et c'est la Bible ça, de c'est cool. l'entrepreneur et tu auras toutes les étapes dedans et tu pourras le transcrire à tes élèves. Et il est super bien. Ah ouais, merci Anaïs. Et je ne l'ai même pas Bah, payé pour le dire. Non, même pas. Non, mais j'en Même connais pas. plein qui ont fait Créa Campus ou Pépite, enfin, qui ont Ah été bah accompagnés oui. par Pépite, Ouais, donc ils l'ont ouais. et c'est un super truc. Je ne serai pas présente à la soirée Créa Campus car je suis en alternance au Mont-Saint-Michel. Bah, c'est bien La, plus cool. la Non, je rigole. soirée Créa Campus, c'est la remise des prix? C'est ça, Orsolia? Thierry, je t'envoie les supports du coup, comme ça tu pourras Super, transmettre. merci Anaïs. Tu les as envoyés par mail? Je suis en train de te les Ouais, envoyer, tu ouais. m'envoies. Super. Début décembre. Ah oui, non, mais là, c'est pour le crash test. C'est le go no go, c'est-à-dire à mi-parcours. Il n'y a pas de souci. Ah oui, On pourra le faire. Je prendrai les vidéos et je le ferai. Vous pourrez m'envoyer. Enfin, prends contact avec moi et on pourra le faire à partir d'une vidéo. Sans problème. C'est ça. Olivia, bien. Orsolia, Anne, Khalil, Lorraine, plus de questions? Bah, merci Olivert? pour votre participation en tout cas. Après, je vais laisser le mot de Oui, la fin à merci. Anaïs.
Mais en tout cas, merci pour tout. Anaïs, je te laisse le mot de la fin. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que j'aime bien vous faire participer. Je suis pas sympa parce que je sais qu'en fin de journée, c'est pas cool, mais c'est toujours plus facile quand vous participez et le temps passe plus vite aussi. Et pour vous et pour moi. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Et puis, j'espère que ça vous sera utile pour la suite et que vous allez pouvoir vous en servir plus facilement que si vous découvriez l'outil à l'instant où vous êtes censé le remplir. Et puis, du coup, on vous envoie tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir ce support et que vous puissiez le retranscrire aussi en fonction de vos projets respectifs. Donc, merci encore. Et puis, peut-être à la prochaine. N'hésitez pas, une très bonne soirée. Et attention demain s'il neige, hein, soyez prudentes et Sur la prudents route. sur la route. Donc faites attention, mais en tout cas, merci pour cette soirée. Merci Au revoir à beaucoup. tous. Tu veux rester dans la visio, Thierry, ou pas? Moi, je te garde 2 secondes. Ouais, si tu veux. Hop, je vais juste couper enfin, quand mon PC me le permettra, Enregistrement. arrêter l'enregistrement. Super. Bon, bah.